Il y a 2% de chances qu'il y ait une guerre nucléaire aujourd'hui. Il y en avait 0,00001 il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a 2%. C'est énorme par rapport à toute l'histoire de la guerre froide. Ces sanctions, elles sont totalement contournables dès lors qu'un Chinois, un Indien, un Turc ne passe plus par une banque exposée. Le plus grand pilleur de données aujourd'hui, c'est la NSA, la National Security Agency, la plus grande agence de renseignement américaine, en budget aussi puissante, voire plus que la CIA. D'ailleurs, Navalny aussi était très islamophobe. En fait, ce qui n'est pas connu, c'est que ceux qu'on présente comme des bisounours, des super oppositions très libéraux, sont ultra islamophobes. Navalny parlait des musulmans comme des cafards. Et Joulani a déclaré que tout, et là c'est intéressant, c'est pas que les bases, tous les contrats stratégiques conclus dans le passé entre le régime de Bachar al-Assad et la Russie devaient être honorés par l'actuel gouvernement de Damas. Échec total pour les pays de l'OTAN qui disaient ils n'ont plus de base en Syrie. Non seulement ils ont gardé leur base en Syrie et leurs engagements aussi, tous les accords aériens, mais en même temps, ils ont déployé, au cas où ils perdent cette base, ils ont déployé une double base en Libye. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la première émission enregistrée dans les nouveaux studios un invité que lui, vous connaissez. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de ton dernier livre qui s'intitule « Le nouvel ordre post-occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique ». Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu cet ouvrage, nous en parler, nous dire qu'est-ce que tu avais envie d'aborder dedans comme sujet que tu n'avais pas abordé dans tes précédents ouvrages? Merci tout d'abord de cette invitation. Ce que je voulais aborder depuis des années, c'est la notion d'Occident. Donc il y a post-occidental, nous verrons ce que c'est par la suite, un ordre alternatif à l'ordre actuel dominé par l'Occident. Mais du coup, comme je suis un peu universitaire, c'est ma profession, j'ai commencé par la définition des termes et qu'est-ce que n'est pas le post-Occident, qu'est-ce qu'est le post-Occident. Dans le mot post-Occident, il y a la notion d'Occident et qu'est-ce que c'est que ce terme, est-ce qu'il est encore pertinent? Et je commence par déconstruire mon propre titre, mon propre sous-titre. Donc je dis que l'ordre n'est pas un ordre, je parle d'ordre post-occidental, ça fait référence à l'ordre mondial. Je montre avec Raymond Aron dès le début que en fait, un ordre, il est supposé être plus ou moins homogène avec des systèmes équivalents. Et de toute façon, il n'est pas uni, donc c'est plutôt un système, comme dit Raymond Aron. Donc je démolis mon propre terme ordre en parlant de système, et je démolis Occident en disant que l'Occident n'existe plus. Je ne nie pas l'Occident, mais l'Occident n'existe plus, puisque aujourd'hui, l'Occident, comment se définit-il? Alors, je ne parle pas des historiens, je parle de l'Occident tel que les élites institutionnelles et politiques et même stratégiques définissent les choses. Parce que nous, en géopolitique, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ont le manche, c'est ceux qui décident. Bien sûr. Malheureusement pour les peuples, on ne leur demande pas trop leur avis. C'est pour ça que je reste sur une définition qui est celle des élites en place, des élites dirigeantes. Et pour les élites dirigeantes, l'Occident, c'est pour les uns les droits de l'homme, les autres, Jürgen Habermas, le philosophe post-marxiste de l'école de Francfort, qui est devenu l'idole de la Commission européenne. Il a inspiré beaucoup d'idées. Jürgen Habermas parle d'un ordre occidental qui n'a plus rien d'identitaire et il définit ce système comme le juridico-constitutionnel. Il parle de patriotisme juridico-constitutionnel. Pour lui, les droits de l'homme au-dessus et le normativisme en dessous sont des choses tout à fait neutres, déracinées, qui devraient remplacer toute forme de définition identitaire. Ça veut dire que pour lui et pour la plupart de nos élites, mais aussi les gens qui ont créé la notion d'OIL, je commence le livre avec cela, l'ordre international libéral, les Américains rajoutent souvent fondé sur des règles. Cet ordre-là, c'est un ordre en fait qui n'a plus rien à voir avec aucune définition identitaire. Il n'y a plus de dimension, ni de frontières, ni de souveraineté, ni d'identité, ni de religion, ni de racines culturelles ou religieuses. En gros, nous ne sommes ni grecs, ni romains, ni celtes, ni chrétiens, ni judéo-chrétiens. Nous sommes le droit, le normativisme pour l'Union européenne et pour l'Occident dans son ensemble, nous sommes une sorte de supra-société mondiale, qui est le terme
Je me réfère beaucoup dans ce livre à Zinoviev, l'ancien dissident soviétique qui avait créé cette expression heureuse. Il dit l'occidentisme. Alors, C'est ça. vous savez que le Distingue de isme, l'Occident. voilà, le isme souvent veut dire qu'on n'est plus vraiment dans la substance de la chose, on est dans un système totalitaire ou massif. Il dit l'occidentisme est devenu autre chose que l'Occident. C'est une suprastructure mondiale qui a pour vocation finalement d'être une gouvernance mondiale, pour ne pas dire un gouvernement mondial. Et si l'Occident c'est devenu ça, ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on croit être l'Occident. Alors j'oppose donc les deux notions. L'Occident identitaire, qui est celui des peuples qui veulent encore exister, qui est là. Hein. C'est les croix en Bretagne, quand on fait son footing, on voit des croix partout. C'est les cathédrales. Il existe encore. Hein. C'est aussi des racines. Mais cet Occident-là est étouffé par nos élites qui veulent édifier une sorte de gouvernance mondiale en édictant des règles et en soumettant tous les peuples du monde à des pressions, des ingérences, des incitations aussi. Une ingérence, ça peut être aussi des promesses de milliards de l'Union européenne. Cet Occident, ce que je définis aussi dans cet Occident, en plus d'être universaliste au sens globaliste du terme, il est prosélyte. Puisqu'il est universaliste, il pense que son système est bon pour le monde entier. Et si son système est le meilleur, le monde entier doit l'adopter, donc il faut faire du prosélytisme. Et ça nous amène aux racines, chapitre 2, de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est en partie le fruit de cette ingérence qui est liée au fait que l'Occident ne se veut plus identitaire, qui défendrait sa frontière, mais l'Occident étant universaliste, globaliste et voulant asseoir son système au niveau mondial, forcément cet Occident, il est ingérant et il est prosélyte et il veut étendre son système, ce qui bien sûr dérange les systèmes opposés. Et on arrive à la genèse de la guerre en Ukraine. Alors, cette guerre en Ukraine, on en parlera un petit peu plus tard. Il y a une notion sur laquelle je voudrais revenir. Alors, tu me diras si j'ai mal compris ton propos. Mais en fait, tu distingues donc l'occidentalisme de l'Occident. Oui. J'ai deux questions à te poser. Est-ce que tu distinguerais un Occident états-unien d'un Occident européen? Oui. Et justement, est-ce que cette notion d'OIL n'est pas le paradigme utilisé pour faire passer ce qui est en réalité la défense des États-Unis d'Amérique, enfin de leurs propres intérêts, pour les valeurs de l'Occident en règle générale? Je suis assez d'accord. Dans le chapitre 1, où je définis un peu tous ces termes à la suite de l'introduction, je rappelle l'expression OIL, Ordre international libéral. Souvent, les démocrates américains rajoutent « fondé sur des règles ». Et cette expression « Ordre international libéral », OIL, fondé sur des règles, on peut rajouter R, a été créé par un défenseur du système occidentiste qui s'oppose à l'Occident, hein, on est d'accord, quand on parle d'occidentisme, ça veut dire la supra-société mondiale. Et John Ickerberry, que je cite beaucoup dans le livre, qui est un grand penseur du système, donc je répète, il n'est pas un populiste qui dénonce le système, il est un défenseur de ce système. Et il dit, l'Amérique ne pouvant pas porter tout le fardeau du monde sur les épaules, sauf à s'épuiser, avait besoin de partenaires à qui elle délègue une part de sa mission d'évangéliser l'humanité et pour, en fait, ça c'est une belle justification morale, pour diriger l'humanité. Et il dit, l'Amérique n'étant pas assez puissante, elle est puissante, mais pas assez pour être un empire universel, on n'a jamais vu un empire universel qui domine toute la planète, il doit s'appuyer sur une sorte de second cercle. Le premier cercle, c'est l'Amérique, qui, elle, ne cache pas à elle-même son dessein impérial, hégémonique et nationaliste impérial, mais il dit l'OIL, c'est un ensemble de normes, de règles, de valeurs, de soft power, de compliance, de rules et de normes. Le normativisme de l'Union européenne en est le fruit, qui permet de masquer l'empire américain et qui permet en plus de diffuser à des partenaires proches. Par exemple, les Nord-Européens sont très liés aux Américains. Vous savez, plus vous allez vers le nord de l'Europe, plus ils sont américanisés. Et donc, l'Amérique compte aussi sur l'Europe pour payer une partie de ce fardeau. Et en même temps, donc, je réponds à votre question, on pourrait opposer l'Occident européen à l'Occident américain qui n'ont pas les mêmes intérêts. En tout cas, dans les discours politiques, Macron le fait, tout oui, ça, quoi. Dans les discours politiques, parce qu'il y a encore une aspiration des peuples européens à être distincts. Ils sont totalement américanisés, ils ne regardent que des séries américaines, ils n'écoutent que des chansons américaines, et même quand ils jouent de la musique, souvent c'est des musiques américaines. Moi, je suis cohérent, je joue que des musiques gitanes, latines et espagnoles, mais je suis cohérent avec mon
mon américano-scepticisme. Mais bon, tout le monde n'est pas, c'est pas obligatoire d'être cohérent au niveau Oui, de oui. l'art, bien sûr. Mais voilà, donc cette Europe, si elle existait, elle pourrait effectivement se distinguer. Il y aurait un Occident européen qui est le vrai origine de l'Occident, hein, germanico, latino, gréco-latin, il y en a qui préfèrent dire celte, peu importe, un Occident enraciné. Mhm. Mais puisque l'Occident, notamment l'Union européenne, l'Occident européen à partir parce que c'est les institutions qui comptent, elles orientent les peuples et elles font l'histoire, les institutions de l'Union européenne, depuis le plan Marshall, ont été prises en main par des gens qui travaillent objectivement pour l'Empire américain. Le plus connu d'entre eux était bien sûr Jean Monnet, qui a travaillé pour des banques américaines, Oui. pour la CIA et un peu aussi pour les services anglais. Donc on a des structures européennes. On pourrait parler aussi de l'OTAN, hein. La grande structure de défense de l'Union européenne n'est pas une structure européenne à proprement parler, c'est l'OTAN, certes majoritairement composée de pays européens, d'États européens, mais in fine, le pouvoir est américain. Donc, grâce à l'OIL, grâce à des valeurs, des normes, des lois extraterritoriales, du soft power, de la culture, des pressions, de l'ingérence, des lois extraterritoriales, et grâce aussi à l'OTAN et à un modèle libéral démocratique qui est quand même beaucoup poussé par les États-Unis, on peut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont pris le contrôle de l'essentiel du monde européen et occidental, et même ceux qui ne sont pas encore directement gérés par les institutions contrôlées par les Américains, les peuples souvent ont une très grande aspiration à l'américanisation, puisque ça Ah, représente... tu trouves? moi, je le vois en Russie. En Russie, par exemple, avant la guerre en Ukraine, ou plutôt jusqu'aux années 2012-2013, moi, je remarquais qu'il y avait une très grande aspiration à la société russe jeune, surtout celle qui fait un peu d'études, de ressembler à un Européen et un Américain moyen. Ah, Une très grande ah oui, appétence oui. pour les musiques. Mais je vois même en Russie aujourd'hui, les musiques qui sont produites, ce ne sont plus des musiques traditionnelles comme il y a 200 ans en Russie, alors que vous allez dans les pays arabes, vous allez en Inde, en Amérique latine, ils ont des rythmes tout à fait à eux, Oui. qui sont très, très, très différents du rock and roll ou du pop culture américain. En Russie, il y avait cette aspiration à l'Amérique. Donc, la Russie a senti que par le biais du soft power, elle risquait d'être un jour travaillée de l'intérieur par une américanisation qui, en Europe de l'Ouest, a fait que nous ne sommes plus européens. L'Europe de l'Ouest n'a plus pratiquement aucune autonomie stratégique. Encore une fois, ce n'est pas un anti-américain qui parle, c'est Brzezinski. Le grand stratège Zbigniew Brzezinski, dans son livre Le Grand Échiquier, dit « L'Union européenne aurait pu être une puissance qui nous échappe, qui soit même capable d'être un rival, mais il le dit trésoriquement, on l'entend presque rire, mais elle a un tel degré d'américanisation culturelle que la culture pop que nous avons produite est tellement addictive que finalement, ça a totalement acculturé les peuples européens qui n'ont plus aucune velléité d'être autre chose qu'une suite du rêve américain. Donc je reviens à mon propos, l'Union européenne étant définitivement, presque définitivement, accolée à l'Amérique et à la traîne de l'Amérique, elle suit des références américaines. Même moi, dans mes livres, je cite des grands auteurs américains. On ne regarde que des séries américaines. Nos stars sont américaines et quand elles ne le sont pas, elles sont américanisées. Ou alors elles rêvent de vivre aux États-Unis. Donc on voit bien que la dépendance de l'Europe à l'Amérique est devenue structurelle et culturelle. Et elle est pratiquement un point de non-retour. Et justement, la Russie était le seul élément massif, l'Allemagne étant le deuxième, que l'Amérique regardait comme un chien de faïence. Hein, la grande idée des Américains, c'était « Attention, que va faire l'Allemagne ?» On était avant la guerre en Ukraine. L'Allemagne va-t-elle continuer à être un endroit qui consomme du gaz russe, ce qui va la rendre dépendante de la Russie, donc politiquement pro-russe à terme, ou alors va-t-elle revenir du bon côté ? Une bonne guerre en Ukraine a fait la différence et l'Allemagne a dû choisir malgré elle. Donc on voit bien que l'Occident américain, qui a pris le contrôle de tout l'Occident, qui n'est plus l'Occident, qui est devenu en gros le consumérisme, c'est Macworld, c'est l'empire Macworld, eh bien on peut dire qu'aujourd'hui il a neutralisé presque définitivement l'Union européenne et les peuples ouest-européens. Et le récalcitrant, c'est la Russie, et c'est l'une des dimensions de cette guerre un peu métaphysique, métapolitique, structurelle, culturelle en même temps. Alors c'est intéressant parce que justement, on parlait de l'Ukraine, tu parlais de sanctions tout à Oui. l'heure. Et justement, si on vient un peu à cette notion d'OIL, en fait, c'est toi qui m'as appris, là, du coup, pour le coup, que en fait, le gouvernement français n'arrête pas de dire
qu'il y a des sanctions internationales oui. contre la Russie, Oui. mais en réalité, il n'y a aucune sanction internationale Aucune. contre la Russie. Et Aucune. j'ai été étonné quand tu m'as dit qu'en fait, l'ONU n'avait validé aucune des sanctions européennes. Oui, parce que dans le droit international, moi c'est ce que j'apprends à mes élèves, dans le droit international, il n'a jamais été question d'intégrer des lois extraterritoriales décidées par l'Amérique, le Canada, la France, l'Angleterre. Ce ne sont pas des lois internationales. Une sanction internationale peut être conforme au droit international Oui. lorsque ces sanctions sont adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas le cas. Seulement. Et Ok. seulement, donc dans des cas assez rares. D'ailleurs, j'ai fait un article universitaire pour ceci. J'ai repris les écrits de, attention, des gens qui ne sont pas du tout pro-russes ou encartés, des universitaires qui ont fait que ça toute leur vie, comme Mudler. Mudler, c'est l'homme qui a le plus écrit sur les sanctions depuis l'Italie fasciste jusqu'à aujourd'hui. Et tous les, dans ce qu'on appelle la littérature, hein, littérature au sens revue de tout ce qui a été écrit au niveau scientifique. Quand on dit revue de littérature, c'est pas la littérature au sens littéraire. Donc, quand on fait une revue de littérature sur les sanctions, pratiquement, j'allais dire 80%, voire plus, on n'est pas loin de 100%, des grands auteurs spécialistes qui ont écrit que là-dessus toute leur vie, qui toute leur vie, ils ont comparé des sanctions, ils ont étudié les effets, les causes, les conséquences des sanctions. On est à peut-être, dans les conclusions que ces gens ont pu formuler, on est à moins de 10% de sanctions qui ont été efficaces, et d'ailleurs très souvent contre des tout petits États ou des entités non Avec étatiques. des asymétries Voilà, fulgurantes, quoi. fulgurantes, et souvent sur les Ouais. entités non étatiques, des groupuscules qu'on a réussi à D'accord. étouffer, etc. D'accord. Mais l'Italie fasciste, notamment, Mudler commence sur l'Italie fasciste, les sanctions ont accéléré le rapprochement Italie-Allemagne. Et les sanctions ensuite contre les deux ont Intéressant. intensifié leur refus d'arrêter leur expansionnisme. Les puissances de l'Axe ont été plus encouragées par les sanctions que freinées. En aucun cas, les sanctions à l'époque de la SDN avaient freiné qui que ce soit parmi les puissances de l'Axe. On a beaucoup d'exemples sur Cuba, bien sûr. Regardez Cuba, toujours en place, le régime est toujours en place. On est depuis les années 60. Regardez l'Iran. L'Iran, elle arrive à vendre 1,6 million de barils chaque jour de pétrole à la Chine. Qui va empêcher la Chine d'acheter du pétrole iranien? Personne. Si on n'a pas réussi à empêcher la Chine à acheter du pétrole de l'Iran, qui est totalement au banc des nations, beaucoup plus isolé que la Russie, imaginez la Russie, qui a encore plus de réserves de pétrole que l'Iran. L'Iran est un des grands producteurs de gaz, mais la Russie fait partie des premiers sur les deux, gaz plus pétrole. Donc vous voyez bien que ces sanctions, elles n'ont pas le cachet de l'ONU, elles ne sont pas considérées comme des sanctions internationales, et c'est pour ça que le bateau que M. Trump a fait, M. Macron a fait arraisonner au large de Saint-Nazaire, un bateau soi-disant fantôme, mais il est fantôme que pour nous, parce que dans le droit international, il est tout à fait légal d'avoir un pavillon de complaisance, par exemple immatriculé en Guinée ou même aux Philippines, où vous voulez, ou en Grèce ou à Malte, qui circule dans l'Atlantique ou dans le Pacifique et qui apporte du pétrole brut russe de la Russie à, par exemple, admettons, je ne sais pas, le Japon ou la Turquie ou l'Indonésie. Il n'y a rien d'illégal. Aucune loi internationale empêche aujourd'hui du pétrole russe de circuler et d'être acheminé par un bateau privé, professionnel, qui est immatriculé dans une île vierge, par exemple. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Par contre, on a des sanctions, nous, européennes et américaines, qui rendent illégal le transbordement de gaz, par exemple, parce que vous savez qu'on peut encore acheter du gaz russe. Ça, c'est pas connu. Mais c'est le transbordement qui a été refusé entre le 17e et le 18e paquet de sanctions européennes. Donc, on peut faire un certain nombre de sanctions, mais qui n'engagent que les pays occidentaux et qui, de toute façon, ne sont pas avalisés au niveau du droit international. Ça veut dire que les autres pays considèrent non seulement ces sanctions pas pertinentes, mais ils les considèrent illégales. En fait, ce que nous considérons comme des sanctions qui considèrent un bateau russe qui emporte du pétrole comme illégal, mettons-nous dans la tête d'un Indien, un Chinois ou un Indonésien. Lui, il se dit, c'est bizarre parce que ce que lui considère légal, nous, du point de vue du droit international, et on a consulté le secrétariat général des Nations Unies, ce sont les sanctions soi-disant légales internationales qui sont totalement illégales,
qui sont totalement contraires au droit international. Et je vous assure que c'est pas un point de vue, c'est le droit international aujourd'hui qui nous dit ça. Donc quand Macron a dit on a arrêté un bateau qui transportait illégalement pour qui? Pour nous et pour les Occidentaux. Samuel Huntington, dans son livre The Clash of Civilizations, il avait dit que c'était à peu près 12% de l'humanité. Il a fait le calcul. Le blanc occidental, donc le blanc qui adhère à l'ordre international libéral occidental, donc les blancs moins la Russie et la Biélorussie, en gros, et peut-être les Géorgiens, donc c'est 12% de l'humanité. 12% de l'humanité, c'est pas 50, c'est pas 80, c'est encore moins 90. Donc nous prenons nos fantasmes pour des réalités. Mais comment expliquer du coup que nos dirigeants européens s'évertuent avec la stratégie de la sanction si une simple lecture digne d'une première année de fac d'histoire nous permet de voir que ça n'a jamais marché? Je pense qu'il y a une raison structurelle qui, elle, n'est pas liée à l'autonomie européenne, elle est liée au manque d'autonomie européenne et à la preuve que l'Occident européen n'est pas distinct de l'Occident américain, la preuve que l'Occident européen est un protectorat, un obligé, on l'appelle comme on veut, des États-Unis. Ces sanctions ont été voulues par les États-Unis, même si paradoxalement les sanctions américaines jusqu'à la dernière qu'a voulu Trump sur le pétrole étaient plutôt un peu plus douces que les sanctions européennes. Mais ces sanctions européennes sur le gaz russe, par exemple, sur Nord Stream, même si ce n'est pas vraiment les sanctions, Nord Stream c'était du sabotage, mais cette idée qu'il faut de plus en plus bannir la Russie, y compris dans le pétrole, le gaz et toutes sortes de commerces, et ne plus acheter quoi que ce soit à la Russie, c'est quelque chose qui est voulu par l'OIL, c'est-à-dire cet ordre libéral international. Si on veut faire l'origine de ces sanctions lorsqu'elles ont une dimension internationale, si on est très honnête, il faut revenir à Clinton. Sous l'époque de Clinton, il y a eu un grand stratège qui a théorisé, Edward Luttwak, qui a théorisé la guerre économique, Economical Warfare. Et Edward Luttwak a conseillé l'administration Clinton. Avant, il y avait une guerre économique contre le Japon qui faisait beaucoup d'offensives. Et c'est là qu'il y a eu une sorte d'armement et ce qu'on appelle le weaponization of the economy. Les Américains parlent de la militarisation de l'économie. J'ai un chapitre là-dessus. Je commence le chapitre sur les sanctions là-dessus. Et à l'époque, ont été édictées des lois, Joe D'Amato et Kennedy, et Burns Kennedy, c'est des lois démocrates, à l'époque Clinton, qui considéraient que la loi américaine avait une portée internationale. Et comme on ne peut pas obliger quelqu'un à obéir à une loi d'un seul pays, le levier, c'était quoi? Utilisation de l'US person. Si vous avez un élément US dans votre supply chain ou dans votre process, si par exemple vous utilisez du dollar ou une monnaie, un système de paiement américain, des employés américains, une banque américaine, une succursale, un composant, voilà, quoi que ce soit, on appelle ça US person, c'est pas qu'une personne. Si vous avez un élément US dans votre business, vous êtes tout de suite frappé. Vous êtes éligible par le Trésor américain qui peut vous demander du racket. Et bien sûr, vous pouvez me répondre, on ne paye pas dans ce cas-là. Si on considère que cette loi n'est ni nationale, ni même onusienne, mais justement, il y a un levier. Comme ce sont des lois qui frappent ceux qui ont un élément américain dans leur système, ça veut dire qu'on frappe des éléments qui ont souvent des avoirs aux États-Unis ou des licences aux États-Unis. La BNP Paribas, voilà, comme elle avait des avoirs et des licences aux États-Unis, on lui a dit soit tu payes 9 milliards, ce qui est du racket par rapport à 160 millions d'investissements qui lui étaient reprochés au Soudan et en Somalie, soit tu payes 9 milliards, soit tu n'auras plus rien. Soit on va saisir tous tes avoirs et tu n'auras plus aucune licence. La BNP Paribas sera du jour au lendemain grillée, aucune agence aux États-Unis. Et aucune activité financière, etc. L'extraterritorialité du droit américain. Il faut quand même sans cesse revenir sur la condamnation de la banque BNP Paribas à près de 9 milliards de dollars d'amende. Et là, il faut être précis, désolé, en vertu d'un embargo américain qui, à l'époque où les faits ont été commis, ne s'appliquait pas en France ou en Europe. Le motif de la sanction infligée à BNP Paribas, ça n'est pas d'avoir enfreint un embargo américain. Il ne s'appliquait pas pour un établissement français. C'est d'avoir traité en dollars. Et c'est le principe appliqué maintenant avec agressivité partout dans le monde, selon lequel toute transaction en dollars expose ses parties prenantes au respect de la loi américaine ou en sanctions prévues en cas d'infraction à la loi américaine. La sanction infligée à BNP Paribas est un cas flagrant d'application rigoureuse de l'extraterritorialité d'un droit américain qui ne reconnaît plus aucune frontière.
C'est comme ça que l'Amérique a un levier. Et donc, ça veut dire quoi? Pour revenir un peu plus concrètement, ces sanctions, elles sont totalement contournables dès lors qu'un Chinois, un Indien, un Turc ne passe plus par une banque exposée. Il suffit qu'il ne fasse plus de business avec une raffinerie ou une banque ou une société qui a des intérêts aux États-Unis. Il passe par une raffinerie, une banque ou une société qui n'est plus exposée sur le sol américain, qui n'a pas de lien avec l'Amérique. Il n'est pas saisissable aux États-Unis. Donc, il fait ce qu'il veut. Donc, les sanctions ne servent absolument à rien. On change juste. Moi, je connais un Français qui habite à Moscou, qui est membre de la Chambre de commerce de franco-russe et qui est un grand entrepreneur. Il me dit, c'est juste plus emmerdant. On ne passe plus par les banques chinoises habituelles. On va passer par des banques chinoises non exposées. On ne va plus passer par la Turquie de manière directe, on va passer avec des structures un peu plus indirectes. Voilà. Et on ne paye plus avec une carte russe, on va payer avec une carte ouzbek ou arménienne, mais on va quand même payer, ou alors émirati, parce que les Émirats s'en foutent totalement des sanctions. Donc pour terminer sur votre réponse, l'Union européenne obéit à des sanctions parce que déjà ce n'est pas elle qui décide. Ce n'est pas l'Union européenne qui décide. Et c'est facile de voir à qui profite le crime. Qu'est-ce qui se passait avant cette guerre en Ukraine? Conférence de George Friedman, 2015, le grand stratège américain qui conseille le Pentagone, le fameux créateur de Stratfor. Il dit comment va réagir l'Allemagne? C'est la grande question, c'est ce qui nous préoccupe. Est-ce que l'Allemagne va allier son savoir-faire, son capital, son intelligence avec la masse, le savoir-faire, l'énergie russe? Si les deux s'allient, c'en est fini de l'empire américain. C'est pas un anti-américain, encore une fois, qu'il parle. C'est le plus grand des faucons américains actuels. C'est le descendant de Brzezinski, c'est le nouveau Brzezinski. Son livre a été présenté au Chicago Institute en 2014. Il faisait une conférence, une en 2014, une en 2015. Et à chaque fois, il dit, nous, notre angoisse, c'est pas la Chine ou l'islamisme, c'est l'Allemagne. Si l'Allemagne se met du côté de la Russie, c'en est fini de la domination américaine parce que la combinaison Allemagne-Russie est celle qui fait le plus peur. Donc quand on a compris ça, on voit bien que les sanctions sont des auto-sanctions qui sont commanditées par l'OIL. L'OIL, en gros, c'est le faire-valoir, c'est le masque de l'empire anglo-saxon, parce que ce n'est pas que l'Amérique, c'est l'Amérique plus l'Angleterre et les Five Eyes. Vous savez qu'il y a une alliance de renseignement qui existe depuis la guerre froide. Ça s'est appelé à un moment échelon, maintenant c'est prisme, et qui est lié à... 5 pays, c'est ça? Qui est lié à 5 pays qui ont mis en commun du renseignement. Donc c'est États-Unis, New Zealand, Australie, Angleterre et Canada. Et ces 5 pays anglo-saxons forment les Five Eyes et ils coopèrent dans la défense, le renseignement, mais aussi le pillage de données. On accuse souvent la Russie de faire du hacking, du pillage et tout. Le plus grand pilleur de données aujourd'hui, c'est la NSA, la National Security Agency, la plus grande agence de renseignement américaine, en budget aussi puissante, voire plus que la CIA. Et les Five Eyes collaborent avec la NSA, pour espionner l'humanité. Donc on voit bien que nous ne sommes pas un élément souverain. Donc ces sanctions sont au départ, même si elles sont surtout européennes, elles sont voulues par en gros l'élite de l'Occident, le cœur de l'Occident qui est l'anglo-saxon. Et d'ailleurs, les Anglais ont joué un rôle énorme dans la possibilité de l'expansionnisme russe. Et en revanche, à cause de l'ingérence occidentale et des différentes révolutions qui ont été lancées contre des pouvoirs pro-russes en Géorgie et en Ukraine, l'Angleterre a joué un rôle énorme avec les États-Unis et les ONG américaines. Donc ça, c'est la première raison. L'Europe n'est pas libre. Ces sanctions ne sont pas voulues par elle, mais par l'oncle Sam et par l'OIL et par le groupe des Five Eyes. Pourquoi? Parce que les Five Eyes ont toujours considéré la Russie comme le Heartland, donc le cœur de la Terre. Il fallait l'entourer avec le Rimland et il ne faut surtout pas que le Heartland s'étende vers le sud et vers l'ouest. Deuxième raison, la bonne conscience. Ça paraît bizarre, mais il y a souvent des faisceaux de raisons et c'est quand ça s'accumule que ça fait sens. L'Union européenne veut se donner bonne conscience. En gros, je ne peux pas faire grand-chose. Si je voulais vraiment aider les Ukrainiens, j'enverrai 300 000 hommes, mais je n'ai pas envie. Mes populations ne voudront pas. Pour eux, ce n'est pas leur guerre, à part les Baltes et les Polonais. Le Portugais, le Français, l'Italien ne se sont pas du tout concernés. Celui de base, il n'a pas envie de faire la guerre parce qu'il n'a pas été envahi concrètement par un Russe. Lui, il ne pense même pas que ce soit trop possible. Donc, il ne se sent pas concerné. Puis les jeunes veulent plus... Zelensky, alors qu'on n'a pas d'hôpitaux, les gens le prennent mal aussi. Voilà. Et les jeunes ne veulent plus se battre. Donc, même se battre tout court, même dans la rue. La rue n'est plus contrôlée par des Européens. La rue est contrôlée par des peuples qui ont encore cette
combativité. Donc le peuple européen, alors, ça n'empêche pas qu'on ait des héros dans nos armées, mais on ne peut pas mobiliser 300 000 Européens. Non. On veut en mobiliser 40 000, ça va être le maximum qu'on puisse faire. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question, Macron... Comme ça, on peut en mobiliser 40 000. Qui a parlé de ça? Macron et la coalition des volontaires veulent faire aller bientôt en Ukraine, peut-être en 2026, un contingent européen qui pourrait servir de garantie à Kiev dans un processus qui irait vers un cessez-le-feu et un processus de paix. Mais 40 000 hommes, c'est rien. D'ailleurs, on va les envoyer loin du front, pas pour se battre. Ah, je me souviens, il avait dit ça. Et ça. Une fois qu'il y aura un cessez-le-feu. Donc, ça répond à votre question. Ça répond à votre question. On ne va pas beaucoup faire peur aux Russes avec ça. Et donc, la coalition des volontaires, ça a l'air d'être anti-américain. Donc, alors là, il y en a qui vont me dire, mais voyez bien qu'il y a quand même une existence. L'Europe est née grâce à la guerre en Ukraine, finalement. L'Europe commence à exister. C'est vraiment le nom du truc, la coalition des volontaires? Oui, la coalition des volontaires. Quand on a connu la Légion des volontaires française, ça fait bizarre de réemployer le même terme. Voilà, là, c'est Macron, la coalition des volontaires. Il a réuni quelques pays. Mais cette coalition des volontaires, elle fait exactement ce que Trump veut. On fait croire que c'est de l'anti-Trump. Mais qu'est-ce que veut Trump? Il veut déléguer aux Européens le financement de la guerre en Ukraine, sa continuité et les risques associés. Parce que plus on aide à tuer des Russes, plus les Russes nous en veulent, plus on va livrer des armes américaines, nous, en notre nom, aux Russes. Ils ne vont pas en vouloir aux Américains. Eux, ils font du business. Ils vendent des missiles ou des avions ou des radars, tout ce que vous voulez. Mais ils vont en vouloir aux livreurs. Pas à celui qui livre le produit en première main, mais celui qui le livre directement aux belligérants. Et donc, plus les Européens vont acheter d'armes américaines, parce que les Américains ne veulent plus en donner, et ils vont les fournir, les vendre ou les donner aux Ukrainiens, c'est les Européens qui vont payer la facture et qui vont payer le risque. C'est ça qui est dingue, c'est que tu expliques, c'est que justement, en fait, si la guerre, quel que soit le vainqueur de la guerre en Ukraine, dans les deux cas, on est baisé, on a acheté des armes, on achète des armes aux Américains. Nous sommes le dindon de la farce. C'est-à-dire que si jamais il y a victoire de la Russie, on va vendre les armes. Voilà. Mais s'il y a victoire de l'Ukraine, pour les réarmer, on va aussi acheter les armes américaines qu'on va leur vendre pour l'après-guerre. S'il y a une paix bientôt à Budapest ou ailleurs, ceux qui vont garantir, parce que l'Ukraine veut bien signer à condition de ne pas lâcher beaucoup de territoire et à condition d'avoir surtout des garanties de sécurité pour l'avenir, ce qui est tout à fait compréhensible. L'Amérique ne veut pas les donner et l'OTAN ne veut pas s'investir directement. Ça va être des pays européens, la coalition des volontaires, qui vont prendre le risque, puisque si on met des forces d'interposition pour garantir la sécurité à l'Ukraine, le jour où il y a une altercation, c'est pas l'Amérique qui va se sentir responsable. L'Amérique va dire, c'était vous les garanties. Nous, on a dit qu'on ne voulait pas en donner. Et donc, c'est nous qui subirons le risque de guerre OTAN-Russie. Et dans cette configuration, il est possible que l'Amérique ne rentre pas en guerre et qu'elle reste attentive, que ça ne dure pas très longtemps, comme au Pakistan et l'Inde. Bref, que ça soit la paix, première configuration, ou la guerre, une guerre qui continue 3, 4, 5 ans, ou qui s'estompe et qui renaît dans 2 ou 3 ans, ce qui est très possible, c'est l'un des scénarios que j'explique. Dans tous les cas, on achète des armes américaines, que ce soit la paix ou la guerre, que ce soit pour offrir des garanties dans le cadre d'un cessez-le-feu ou d'une paix, ou que ce soit pour prolonger la guerre. Ça, c'est la stratégie des Anglais et des plus jusqu'au boutistes. Faire durer la guerre le plus possible, c'est ce qu'on appelle la stratégie du bloodletting, conseillée par la Rand Corporation. Donc c'est l'OIL, la Rand Corporation, c'est surtout démocrate. En gros, faire durer le plus possible pour faire saigner du russe, de sorte que ça donne quand même une leçon, que d'autres pays se disent on peut envahir un autre, on n'est pas forcément freiné par une attaque nucléaire, c'est trop risqué, mais on va morfler. Si on envahit un pays, on va morfler. On sait que ça va être extrêmement coûteux. Ce qui fait réfléchir quand même les Chinois. Ça peut être, pourquoi pas, une bonne raison d'un point de vue lutter contre les puissances révisionnistes. Bref, pour répondre vraiment, pour terminer, il y a un peu de culpabilisation, il y a un peu de bonne conscience. Je fais croire que je fais quelque chose pour aider les Ukrainiens parce qu'en fait, je ne peux rien faire de concret pour les aider, puisque la seule chose concrète, ce serait plus de munitions et 300 000 hommes. Or, on n'a pas assez de munitions et on n'a même pas 30 000 hommes. Et donc, deuxième explication, c'est ce côté de se donner bonne conscience. Je pense qu'il y a aussi d'autres explications. C'est ce que j'explique dans mon livre, l'origine de la guerre en Ukraine et de ce contentieux Russie-Occident. Il est également lié à l'extension de l'OTAN. Tout le monde le sait, c'est une tarte à la crème. On l'avait déjà abordé tous les deux. On l'avait déjà abordé. Mais il est vrai que l'extension de l'UE, l'Union européenne, et de l'OTAN aux pays baltes, à la Pologne, à la Roumanie, à la Tchéquie, mais surtout Pologne, pays baltes, Roumanie, l'extension de l'OTAN à des pays que je comprends, je ne suis pas là pour les accabler, parce qu'en géopolitique, on ne juge pas un Polonais, il veut en découdre avec un Russe.
D'ailleurs, il existe un forum post-Russie qui existe, il s'appelle comme ça, forum post-Russie, qui est fourni par beaucoup de Polonais et d'anciens ministres atlantistes ou baltes. Et le but est carrément de diviser la Russie en une 50aine de principautés et de faire rendre indépendants tous les Yakoutes, les Baltouches, les Ingouches, les Tchétchènes, les Tatars, etc. Donc ces pays-là sont dans un tel revanchisme, ils ont une telle haine post-soviétique envers la Russie parce qu'ils assimilent la Russie à l'Union soviétique que structurellement, ils nous entraînent depuis des années dans quelque chose qui n'est pas à l'intérêt de tous les Européens, peut-être eux et encore, provoquer les Russes. Par exemple, récemment, les Baltes ont coupé l'approvisionnement terrestre de Kaliningrad. Pour nos auditeurs, c'est une enclave russe dans l'ouest, nord-ouest de l'Europe, qui donne sur la mer Baltique. Et c'est une enclave qui est totalement coupée du territoire russe. Elle est entourée de la Pologne et des pays baltes. Donc Kaliningrad, elle était ravitaillée terrestrement, c'était comme le plus important, c'est le terrestre, par la Pologne et les pays baltes. Et les pays baltes ont coupé donc ce genre de choses, si vous voulez, on peut comprendre que le Balte n'ait plus envie d'avoir aucun rapport avec la Russie. On peut le comprendre. Par contre, le mauvais traitement des minorités russes aux pays baltes, avec la dérussification forcée par l'école, un peu comme les Catalans le font avec les Espagnols, plus ce genre de choses, plus la volonté d'interdire, ils ont proposé de supprimer les visas à tous les Russes. Si vous voulez, cette politique de revanchisme nous entraîne dans une conflictualité avec la Russie. D'ailleurs, l'endroit où il y a le plus de risques de conflit Russie-Occident, là où on a plus de chance ou de malchance d'être en guerre, il y a deux endroits, la mer Noire et la mer Baltique, qui est l'endroit le plus sismique où chaque jour on est au bord d'un dérapage. Et ceux qui nous entraînent le plus dans ce genre de dérapage, qui ont le plus de chances de nous entraîner, c'est les Baltes et les Polonais. Donc ça, c'est une troisième raison structurelle. L'Europe, en devenant plus polonaise, plus balte, en voulant s'élargir de plus en plus à l'Est, augmente les contentieux avec la Russie. Et ces pays-là sont à fond pour les sanctions maximales. Eux, ils sont même prêts à se faire harakiri pour ne plus dépendre, pour ne plus avoir rien à voir avec les Russes. Et ils nous entraînent dans une spirale d'ultra-sanctions. D'ailleurs, on a nommé Madame Kallas exprès, qui est une baltique, à la politique extérieure de l'Union européenne, parce que c'est la plus va-t-en-guerre. Et à mon avis, c'était pas très malin, parce qu'on a donné l'image que toute l'Europe serait sur le créneau le plus russophobe des pays baltiques. Russia's defeat is not a bad thing because then there could be really a change in the society and there are many different nations right now part of Russia as well. I think if you would have more like small nations, it's not a bad thing if the big power is actually much. Donc voilà, toutes ces sanctions, on se donne bonne conscience, on se fait plaisir pour certains parce que tous ceux qui sont russophobes, c'est une immense jouissance. On les punit, ils peuvent plus faire ça, ils peuvent plus exporter ceci. Sauf que on a ruiné un certain nombre de producteurs de porc bretons. On a appauvri beaucoup de vendeurs de toutes sortes de choses parce que la Russie, le prix de l'énergie, mais surtout la Russie, elle exportait des métaux précieux, des terres rares, du palladium, de l'aluminium, du pétrole, du gaz. Elle n'était pas trop capable de produire ni de l'agriculture ni des biens et services. Les sanctions ont relancé l'agriculture jusqu'à ce que ça soit le numéro 1 en blé et un du numéro 1 et 2 en céréales en général et en produits aussi, etc., pour tout ce qui est amélioration de la terre, etc., et engrais, etc. Et la Russie, aujourd'hui, est également redevenue tout à fait autonome en aéronautique. Elle vient de sortir un Superjet 100 qui a aucune pièce détachée, ni européenne, ni chinoise, ni américaine, totalement russifiée. Aujourd'hui, les sanctions ont repoussé la Russie à fabriquer de l'avionique de très haut niveau, des équivalents d'A320, à la fois des avions militaires et des avions civils de ligne, avec un projet de 300 avions en construction. La Russie redevient totalement autonome en aéronautique, en aérospatiale, elle a toujours été. Donc, si vous voulez, on a relancé l'industrie russe, l'agriculture russe, et donc ces sanctions, elles nous ont permis juste d'avoir du pétrole beaucoup plus cher et du gaz beaucoup plus cher. On a constaté que c'était un échec. Ouais. Donc, c'est un échec et ce sont des autosanctions
sanctions, alors je ne peux pas entrer en détail, mais j'ai tout un chapitre assez long sur les sanctions qui montre en quoi tout a été contourné et tout est contournable, y compris les dernières sanctions décidées par l'Union européenne, le 19e paquet, et par Trump, à la grande surprise, qui bannissent, c'est des sanctions qu'on appelle secondaires, qui suivent les premières. Maintenant, on veut sanctionner les pays qui détournent les sanctions. Et on le voit bien, cela ne fonctionne pas puisque le meilleur indicateur, c'est l'augmentation du prix du pétrole. Eh bien, les prix du pétrole ont augmenté assez peu. Il y a eu une petite augmentation des prix, mais ce n'était pas du tout un pic. On n'est pas remonté à $100 le baril comme avant la guerre, un peu plus de 60. Et surtout, le prix du pétrole russe n'a pas augmenté plus que le prix du pétrole mondial. Oui. Et donc, s'il y avait eu une différence entre le prix du pétrole russe et le prix du pétrole mondial, bien sûr, on aurait pu être... Donc, en fait, on sait par ces indicateurs des prix que la Russie continue à vendre son pétrole à la Chine et à l'Inde, y compris début novembre 2025, après plusieurs jours, plusieurs semaines de sanctions annoncées. Certes, il y avait un moratoire jusqu'au 21 novembre, mais il n'y a pas eu de signe de diversification énorme de l'Inde et de la Chine. Elles ont diversifié, par contre, les entreprises qui allaient raffiner. Certaines raffineries chinoises et indiennes ne vont plus acheter directement. On va passer à d'autres raffineries qui, elles, sont moins exposées. Par exemple, Reliance, la plus grande raffinerie indienne, elle ne veut plus trop acheter de pétrole russe, mais d'autres raffineries, parce qu'il y en a d'autres, vont le faire. Okay. Donc, si vous voulez, la diversification va plus être interne que mondiale. Ok. Il y a un autre sujet sur lequel j'aurais aimé t'entendre un petit peu, parce que justement, tu rappelais que le positionnement qui est le tien, qui est un positionnement d'universitaire des relations internationales, consiste à ne pas juger tel ou tel parti, mais à décrire ce qu'il était. Et parfois, certains, je le sais, notamment parmi des gens que j'ai un petit peu dans l'épine du pied en ce moment, iront t'accuser de pro-russe ou d'agent du Kremlin. Et justement, tu développes quelque chose dont on a un petit peu parlé avant l'émission, qui est quelque chose qui est abordé médiatiquement, mais très mal, avec beaucoup de propagande, beaucoup d'idéologie. Et tu parles aussi de la réaction russe, c'est-à-dire de ce que tu appelles le soft power réactionnaire russe. Oui. C'est-à-dire comment est-ce que la Russie, en fait, réamplifie les sentiments réactionnaires contradictoires des différentes nations comme une stratégie politique. Tu pourrais nous parler un peu de ça? Alors oui, alors là, c'est très important. C'est à la fois le début de mon livre. Pour ceux qui disent il nie ce truc-là, il nie les injections. Non, pas du tout. Tu ne les nies pas du tout. Tu les expliques. À la fin du livre, dans le chapitre 6, l'avant-dernier chapitre, il y a toute une partie sur les ingérences russes et chinoises. Il ne s'agit pas du tout de les nier, c'est un fait. Mais les vrais, pas les trucs de Macron. Alors, c'est sûr que certains pro-russes, que j'appelle assez bêtement pro-russes, vont dire qu'ils font rien de mal, ce sont des anges incarnés, voilà, des anges sur Terre, mais personne n'est un ange. Et surtout, quand on a provoqué la mort de entre 150 et 200 000 Russes, c'est les chiffres à la fois de Mediazona et Medusa, c'est les sites extrêmement performants, très anti-russes, très anti-Kremlin, qui travaillent parfois avec la BBC et ils donnent des chiffres. Ils sont passés de 150 à 160 000 morts. Certains disent qu'il faut rajouter 20%, on arrive à 200 000 morts. Quand vous avez provoqué 200 000 morts dans un pays, il ne faut pas croire qu'il va vous envoyer des poèmes. Non. Parce que nous, on pense que c'est des morts méritées, parce que c'est des méchants Russes. Ça, c'est nous. Et je dis même pas que c'est faux. Je ne dis même pas que c'est faux de penser ça. Mais en géopolitique, on ne peut pas se contenter de penser que nos valeurs, l'OIL, le libéralisme, la démocratie, et les morts bien et les morts pas bien, il faut penser aussi que l'autre, lui, il ne le perçoit pas comme ça. C'est comme si vous me foutez une gifle. Vous pouvez dire, j'ai giflé un sale, je sais pas, un pro-russe ou un anti-russe, vous voulez. Mais moi, j'ai quand même reçu une gifle. Et si vous êtes un super catcheur ou un super boxeur ou MMA et que vous faites 100 kilos, moi j'en fais 81, et que vous me foutez un énorme poing dans la figure, vous pouvez dire j'ai botté les fesses à un salopard. Mais moi j'ai quand même reçu un énorme poing, peut-être que je suis à l'hôpital ou j'ai le nez cassé. Et donc ce qui compte, c'est aussi la perception de l'autre. Et ça, c'est quoi que l'on soit. S'il y a des auditeurs qui sont totalement anti-russes, ils peuvent faire cet exercice. Ça, en aucun cas, ça remet en question leur conviction. Je fais souvent ces exercices avec mes élèves. Un Arménien, et vous êtes d'origine arménienne, je leur fais jouer le rôle d'un Turc. C'est quand même une souffrance. Hein. Un Turc style, quand je dis Turc, gouvernement turc. Et à un pro-turc, nationaliste turc, je lui dis de se mettre dans la peau d'un Arménien. Et ils ne veulent pas, bien sûr. Alors je leur fais faire, je leur dis c'est comme un jeu, vous serez notés. Alors là, ils le font. Et ce qui est incroyable, c'est que ça leur plaît, l'exercice plaît. Parce qu'on n'est pas habitué à se mettre dans la peau de l'autre. Donc le Russe, lui, il voit juste que nous, on n'était pas envahis.
on n'a pas eu de bombardement russe, on n'avait pas à s'en mêler. L'Ukraine n'était pas un pays membre de l'Union européenne, contrairement à Chypre, qui est membre de l'Union européenne et qui est occupé par la Russie à 37%. Là, il n'y a aucune sanction. Donc la Russie se dit, c'est bizarre, parce que si vraiment leur critère, c'était punir quelqu'un qui va violer le territoire d'un membre de notre alliance, bien, l'Ukraine était beaucoup moins membre d'une alliance occidentale, même pas du tout, alors que Chypre est membre de l'Union européenne. Or, la structure de défense de l'Union européenne, c'est l'OTAN. Bon, vous me direz, il y a un problème, la Turquie est membre de l'OTAN, mais elle a envahi un pays membre de l'Union européenne. Aucune sanction. Donc voilà, si on se met à la place des Russes, ils ne vont pas nous rendre des poèmes, et forcément, contrairement à ce que croient les pro-russes, ils vont nous rendre tous les coups qu'ils peuvent nous rendre. Donc, ça va être le hacking, même si je crois qu'il n'y a pas que. Non, quand on parle des cyberattaques, c'est toujours des Russes. Un exemple, quand il y a eu un blackout en Espagne au printemps 2025, ma femme était encore en Espagne, et c'était assez rigolo parce que on savait, on parlait au téléphone quand ça s'est rétabli, on savait en Espagne, personne n'a dit que c'était des Russes, parce que les Espagnols savaient très bien que c'était un problème lié aux énergies renouvelables et aux modalités de compatibilité entre les réseaux, et ça a fait un blackout. Et personne n'a dit, mais tout le reste de l'Europe a dit, encore les Russes, il faut leur botter les fesses, c'est scandaleux, c'est la preuve, c'est de pire en pire, bientôt ils vont nous couper l'électricité à Paris, etc. Donc avant même de savoir, on dit que c'est les Russes. Mais parfois, oui, parfois ce sont des Russes. Ils nous jouent des sales coups aussi avec Traoré, bien sûr, Burkina Faso, Mali, Niger. Ils essaient de prendre des positions à la place des Français ou des Américains, bien sûr. Mais c'est de bonne guerre, même l'Italie le fait. Même l'Italie, elle prend la place des Français en Algérie. Ce c'est qu'ils ont mis en place une stratégie donc d'aller que tu appelles le soft power réactionnaire. Alors, oui, j'ai dévié dire par rapport à la question. Il y a tout un chapitre sur le soft power réactionnaire. En fait, la Russie n'est pas beaucoup plus conservatrice que notre société quand vous allez en Russie. Oui. Je parle des grandes villes. C'est quand même des mœurs assez proches de nous. Exogamie, liberté sexuelle, avortement très massif, même problème de consommation de drogue, d'alcool, même problème de famille atomisée, beaucoup de divorces. Donc on est sociologiquement, si on faisait un peu une analyse à la Emmanuel Todd, on est dans une structure assez proche, même si lui dit qu'il y a un côté paternaliste, patriarcal, je ne sais pas. Mais bon, on est dans une société qui ont des mœurs proches des nôtres. La société civile de la jeunesse des grandes villes est assez libéral potentiellement. Par contre, et Poutine lui-même est divorcé, Poutine lui-même a été athée lorsqu'il était espion, lorsqu'il était soviète, c'est pas non plus une grenouille de bénitier, mais il s'affiche avec un confesseur, il s'affiche avec le patriarche, tous les oligarques font pareil, les ministres font pareil, c'est une société qui est assez proche de la nôtre au niveau des mœurs, mais l'élite a compris que pour redonner un sens à la nation, un ciment à la nation, il fallait mettre au centre, et je comprends, c'est ce que voulait Napoléon. Napoléon avait été un ancien jacobin qui voulait tuer du curé, mais il avait compris que l'Église, elle était utile pour les masses, pour faire un ciment social, puis donner une colonne vertébrale. C'est exactement ce que pense Poutine. Par contre, à l'usage externe, alors là, il joue beaucoup plus encore sur le puritanisme, le conservatisme, ce que j'appelle la diplomatie réactionnaire, parce que quand il va dans un pays africain... C'est ça, il va voir les pays pour aussi... jouer sur leur carte réactionnaire. Oui, parce que en Afrique, il faut voir que l'homosexualité est un immense tabou. Un immense tabou. Au-delà même du clivage chrétien-musulman. Un exemple, l'Ouganda est un pays qui a préféré renoncer à des fonds du FMI dont il avait vraiment besoin, plutôt que de céder à des pressions des Occidentaux qui disaient on plaidera pour... sur les voilà. lois, ils avaient fait carrément une loi qui punissait de mort l'homosexualité. L'Ouganda a préféré être privé de fonds internationaux extrêmement importants du FMI et de la Banque mondiale que de céder aux oukases, de ce qu'ils appelaient les oukases des Européens et des Américains, qui leur disaient on vous donnera ça, mais on va plaider en votre faveur à condition que vous supprimiez la loi homophobe. Ils ont préféré perdre les fonds. Et donc un pays qui est tellement attaché à la défense de la famille traditionnelle hétérosexuelle comme ça, c'est du petit lait. Poutine arrive, ses diplomates arrivent et leur disent
Vous voyez, si vous continuez à être dépendant de l'Occident avec les prêts que vous donnent les Occidentaux à travers leurs institutions qu'ils Ils contrôlent, vont les vous mettre FMI, des homos partout, machin. ils vont mettre et- des homos partout, ils vont détruire la famille. Ce sera des prêts conditionnés. Ouais. Et c'est là qu'entre en scène Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, qui est devenue présidente de la Banque des BRICS. Les BRICS ainsi que l'OCS, d'ailleurs, il n'y a pas que les BRICS, hein, les deux organisations en post-occidentales multipolaristes, l'OCS pour nos auditeurs, l'Organisation de la coopération de Shanghai, et les BRICS, les fameux BRICS+, les deux ont des prêts. Ils ont des banques internationales qui vont prêter, mais ils commencent à accumuler des milliards, sans condition morale, sans condition politique, sans condition religieuse, ni idéologique, ni même sur les minorités, sur les minorités sexuelles, ethniques, aucune condition. En gros, on vous prête, mais vous faites ce que vous voulez chez vous. Ce que vous voulez, nous n'avons aucun droit de faire de l'ingérence. Alors là, c'est du petit lait. Tous ces dictateurs ou ces roitelets ou ces chefs tribaux ou tout simplement ces dirigeants normaux, entre guillemets, africains, qui sont tous pratiquement sur ce créneau homophobe, famille traditionnelle, valeurs traditionnelles, eh bien, ils se disent, la Russie, elle va permettre que le BRICS ou l'OCS nous prête sans condition, tandis que si on reste esclave des Occidentaux au niveau des relations internationales, économiques et politiques, on va de plus en plus ressembler aux rues du Marais. On va être comme le Marais ou comme les quartiers gays de Londres. On va être totalement défait dans notre structure familiale traditionnelle. Attention, je ne dis pas que je souscris, bien sûr, à cette... Je précise que de nos jours, je me mets juste dans leur tête. Et pour eux, c'est une menace existentielle, c'est un virus. Good morning, everyone. My name is Pastor Dr. Martin Semper. I'm here in the capacity as the chairman of the National Task Force Against Homosexuality in Uganda. We are making legislation to make sure that sodomy and homosexuality never sees the light of legality in this land of the Pearl of Africa. I've taken time to do a little research to know what homosexuals do in the privacy of their bedroom. One of the things they do is called anal leaking, where a man's anus is leaked like this by the other person, like ice cream. And then what happens, even poo-poo comes out. The other poo-poo's out, and then they eat the poo-poo. This is what they do. Number one, you can see a man here having sucked the other person's rectum, and the other person is poo-pooing. Hey, I mean, look at this guy sincerely. Bishop. Stagafulaiza. Huh? Hajat. We do not want this sickness. This is sick, and it's therefore deviant. We do not want it. Mais ces pays-là, ils nous voient avec cette caricature. Et donc la Russie, elle a beau jeu de surfer dans les pays islamiques surtout, et c'est pour ça qu'il y a un chapitre entier à la fin. La diplomatie chinoise et surtout russe à l'usage en direction des pays islamiques et africains, ultra traditionnalistes et ultra réactionnaires. Et c'est là que Poutine est malin. Son pays est observateur de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Je parle beaucoup de l'OCI dans mon livre. Aujourd'hui, l'OCI a accepté la Russie comme un des interlocuteurs très importants, un pays qui a une dimension islamique. Et cet été, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, il y a eu une réunion, dans le Tatarstan russe, donc dans une région russe qui est peuplée par des musulmans majoritairement tatars, c'est les cousins des Turcs, en gros, c'est des Russes, mais d'origine turcique et musulmans, et à Kazan, et ils ont réuni tous les pays musulmans dans le 10e ou 15e congrès Russie, pays musulmans. C'est devenu une réunion un petit peu à mettre sur le même niveau que les BRICS et l'OCS. C'est une réunion multipolariste, et le soft power de la Russie, de plus en plus, grandit dans ces pays, puisque avant la Russie, quand j'avais 30 ans, c'était Poutine qui déclarait « il faut buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes ». C'était le Poutine islamophobe qui était très mal vu par Douguine qui était eurasiste, pro-islamique, etc. C'était un Poutine assez occidentaliste qui téléphonait à George Bush, qui était un peu cow-boy et assez mal vu par le monde musulman parce qu'il faisait une guerre très radicale contre les islamistes. Le Poutine d'aujourd'hui, c'est un Poutine qui est cul et chemise avec le chef de la Tchétchénie,
Kadyrov, qui est très malade d'ailleurs en ce moment, et il est en très très bon terme avec les Tatars, il est en très bon terme avec les instances suprêmes de l'islam russe. Il a fait construire en Russie la plus grande mosquée du monde en présence d'Erdogan et en présence de plusieurs huiles du Qatar. Il est en très bonne relation d'ailleurs tant avec le Qatar qu'avec les Émirats et l'Arabie saoudite et avec l'Égypte. La Russie est devenue un pays qui a marqué beaucoup de points dans les pays musulmans, alors qu'il y a 20 ans, la Russie était considérée comme un pays ennemi de l'islam. Aujourd'hui, la Russie est considérée comme un pays partiellement musulman, dont la diplomatie correspond à celle de l'islam, c'est-à-dire ils veulent un ordre international non libéral où on interdit le blasphème. Il faut savoir qu'en Russie, aujourd'hui, on interdit le blasphème. Quelqu'un qui va blasphémer contre l'islam peut être sanctionné par la loi en Russie. La Russie a une diplomatie réactionnaire, mais pour avoir l'air cohérente, elle a aussi des lois internes qui ont renforcé la punition du sacrilège, du blasphème. Ils l'ont renforcé, c'était pas comme ça. Ça n'a jamais été tout à fait bien vu, mais là, c'est devenu, depuis les Pussy Riots, qui avaient été incarcérés parce qu'elles avaient blasphémé une église, elles avaient insulté le patriarche en dansant dans une église orthodoxe, et depuis aussi l'assassinat d'un grand opposant à Poutine, qui était un libéral, Choubaïs, qui a été tué en pleine rue par un Tchétchène, et bien comme par hasard, il défendait Charlie Hebdo, ce russe libéral. D'ailleurs, Navalny aussi était très islamophobe. En fait, ce qui n'est pas connu, c'est que ceux qu'on présente comme des bisounours, des super oppositions très libéraux, sont ultra islamophobes. Navalny parlait des musulmans comme des cafards et des fourmis qu'il faut écraser. C'est pas connu, ça, en Occident. On le présente comme un mec super. Sa femme, qui est d'ailleurs pas du tout sa femme, parce qu'elle avait divorcé de lui depuis 15 ans, elle avait trompé depuis très longtemps, ils étaient en guerre totale, mais elle est présentée comme la femme de Navalny, c'est pas du tout sa femme depuis très longtemps. Mais ce couple-là, hyper bien vu en Occident comme des grands libéraux, ils viennent de l'extrême droite russe qui considérait qu'il fallait buter les musulmans partout où on les trouve. C'est des insectes et des scarabées qu'il faut écraser. Retrouver sur Internet, c'est très facile, les propos de Navalny sur les musulmans russes. Ça, c'était la Russie qui des années 2000. Aujourd'hui, Poutine a totalement fait effacer... le contentieux entre la Russie et la civilisation islamique a totalement été effacé, alors que la Russie, c'est un pays qui a tué énormément d'islamistes et de musulmans en Afghanistan et en Asie centrale, et surtout, bien sûr, en Tchétchénie. Donc, cette diplomatie a fonctionné, de même que la Chine, j'en parle aussi dans ce même chapitre. La Chine est le pays peut-être, alors là, beaucoup plus que l'Inde et la Russie. Avec l'Inde, la Chine est le pays qui a le plus tué de musulmans ces 10 dernières et ces 20 dernières années. Et pourtant, la Chine a un succès fou dans tous les pays musulmans, au point que la Turquie elle-même n'ose pas faire de résolution, proposer des résolutions au sein des Nations Unies et de l'OCI pour condamner la Chine suite au massacre des Ouïghours. Bizarrement, les musulmans ouïghours qui sont persécutés, déportés, torturés en Chine, dans le Xinjiang, sont beaucoup plus condamnés par des résolutions d'initiatives américaines, européennes, françaises, anglaises, britanniques, que par des pays turcophones, qui pourtant sont les premiers intéressés, puisque les Ouïghours sont les turcophones musulmans en Chine. Les pays turcophones d'Asie centrale et la Chine ne bougent pas, les pays musulmans ne bougent pas, et la Chine n'a pas le degré de résolution, d'attaque que nous subissons. Pour vous donner un exemple, depuis 1990, chaque année, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies basé à Bruxelles reçoit des demandes du groupe des pays de la Ligue arabe et du groupe de l'OCI, donc les 57 pays musulmans, donc 2 groupes, arabes et musulmans, sont 2 groupes. Vous savez que l'ONU est composée aussi de groupes. Les gens se regroupent, donc souvent il y a une résolution qui est portée par le porte-parole de tel groupe de pays. Et régulièrement, depuis 30 ans, les Nations Unies voient des propositions de résolution pour punir l'islamophobie en Europe, jamais contre la Chine. Elle n'est même pas islamophobe, elle bute les musulmans ou elle les torture. Et elle n'est pas condamnée par... Et c'est souvent le Pakistan qui est le premier demandeur pour punir l'islamophobie occidentale dans des résolutions sur ce qu'ils appellent la diffamation des religions. Mais le Pakistan est le grand allié de la Chine. Donc la grande hypocrisie, si vous voulez, dans ce monde multipolaire, les pays qui tuent le plus... Hypocrisie qu'on a pu voir aussi récemment dans le conflit israélo-palestinien, des pays arabes qui ne soutenaient absolument pas la Palestine. Alors là, je suis d'accord. Ça, c'est l'objet du chapitre 5 sur les conséquences de la guerre en Ukraine. C'est ça que j'aimerais qu'on aborde justement maintenant, si ça ne te dérange pas, parce Absolument. Oui. C'est un des points centraux du livre. C'est que, bon, alors cette guerre en Ukraine, on l'a couvert depuis son début, avec toi, avec d'autres, avec Jacques Sapir, Georges Kuzmanovic, et même avec des gens qui avaient des points de vue encore plutôt pro-ukrainiens, comme on avait reçu sur la chaîne.
Et là, justement, on n'est pas à la fin. OK, où on y est peut-être, où on ne sait pas, où ça reprendra, mais on peut quand même faire un point sur les conséquences. Et ce qui Oui. est intéressant dans l'ouvrage, justement, c'est que on parle beaucoup des conséquences de cette guerre en Ukraine en Europe. Ça peut Oui. sembler logique, c'est en Europe, en tout cas en Europe continentale. Mais toi, tu abordes justement qu'il y a des conséquences de cette guerre en Ukraine au Moyen-Orient, Oui. dans d'autres endroits du monde. Alors, Dans les quels sont Balkans, justement- dans le Caucase. quels sont justement dans les Balkans, dans le Caucase, au Moyen-Orient, les conséquences pour l'instant de cette guerre en Ukraine, qu'on a un peu on a un peu du mal à s'y projeter et à imaginer même qu'il puisse y en avoir. La première conséquence, bien sûr, ça a été la Syrie. Il y a un Voilà, lien. voilà un lien extrêmement direct, même avec l'Ukraine. Bachar Explique-nous ça. al-Assad. Alors, Bachar al-Assad était protégé par l'Iran au niveau Ouais. terrestre, des milices iraniennes où ils prenaient à peu près des chiites dans n'importe quel pays. Ils en faisaient une milice, ça peut être des milices iraniennes, irakiennes ou internationales chiites, où des chiites étaient recrutés partout où on pouvait en trouver. Il y avait aussi, bien sûr, le Hezbollah, qui était une milice chiite libanaise également liée à l'Iran. Et donc, on avait au sol des milices chiites pro-iraniennes, en gros, qui sécurisaient Bachar al-Assad mieux que l'armée Oui. de Bachar al-Assad. Il y avait aussi des milices, notamment celles du frère, ou des sections de l'armée qui étaient très, très efficaces, comme le frère de Bachar al-Assad, Maher al-Assad. Mais en gros, c'était quand même les chiites qui les défendaient au sol. Et en aérien, c'était les Russes. Les Russes, avec les bases et le contrôle du ciel et le brouillage électromagnétique et le contrôle du ciel, ils s'entendaient souvent d'ailleurs avec les Israéliens, mais les Russes protégeaient le Bachar au niveau aérien et les Iraniens au niveau, et leurs milices amies au niveau du sol. Et quand il y a eu la guerre en Ukraine, les Russes ne pouvaient plus consacrer le même effort. C'est pareil pour l'Arménie, la pauvre Arménie. Les Russes étaient moins présents en Arménie, les Russes étaient moins présents en Syrie. Et c'était le moment et tout à coup, il y a eu ce 7 octobre. Le 7 octobre était une erreur énorme pour le Hezbollah, parce que le 7 octobre, bien sûr, c'est le Hamas, le djihad islamique et plein de petits groupuscules qui attaquent des juifs au hasard, qui tapent dans le tas, qui violent, qui massacrent. On connaît l'histoire. Mais quelques jours plus tard, le Hezbollah se déclare solidaire du Hamas et il attire sur lui les foudres de Tsahal qui n'attendait que ça, parce que le proxy dérangeait. Pour frapper l'Iran, il fallait déjà se débarrasser des proxys Hamas et Hezbollah, parce que ceux qui mènent la vie dure aux villageois israéliens, c'est ceux qui sont proches, c'est les milices proches. Donc Israël trouve dans le 7 octobre une immense catastrophe qui se retourne en un prétexte extraordinaire pour réaliser une éradication du Hamas, puis du Hezbollah qui a fait l'erreur de s'en mêler. Le Hezbollah dit: nous allons être solidaires jusqu'au retrait israélien de Gaza et jusqu'à ce qu'Israël se retire totalement de Gaza. Donc du coup, on connaît la suite, les beepers, les talkie-walkie, 2500 Hezbollahi, donc des militants du Hezbollah et des cadres estropiés. Le bombardement à Beyrouth, dans la banlieue sud, Nasrallah est massacré, puis son numéro 2, son numéro 3, et le Hezbollah ne s'en est pas remis jusqu'à aujourd'hui. Il est là, mais il s'en est pas remis. Ils sont vraiment... Moi, je parle souvent avec des Libanais de plusieurs tendances. Ils me disent que le Hezbollah se fait tout petit. On ne le sent plus à l'aéroport, à Beyrouth, alors qu'avant, on sentait la présence du Hezbollah qui contrôlait tout. Aujourd'hui, à Beyrouth, on peut même aller dans le quartier chiite qui a été bombardé par les Israéliens. Les Libanais chrétiens que je connais me disent: on n'a plus peur d'y aller. C'est un changement énorme. Donc le Hezbollah est très affaibli. Donc Bachar al-Assad commence à sentir le vent tourner. Il se dit: les Russes peuvent plus trop m'aider. Le Hezbollah est occupé à autre chose. Il a rapatrié plein de soldats au Liban. Et les Houthis se sont fait botter les fesses par les Israéliens. Ils sont pas devenus aussi létaux. Et les Iraniens savent qu'ils vont être bombardés dans peu de temps, puisque tout stratège qui s'y connaît... Cet été, hein. Voilà, tout stratège qui est un tout petit peu informé savait très bien que si les Israéliens ont préparé depuis 15 ans l'histoire des beepers, des talkie-walkie pour éradiquer le Hezbollah, c'était pas juste pour le plaisir d'éradiquer le Hezbollah. Il fallait éradiquer le Hezbollah, mais aussi trouver un prétexte pour le faire, pour pouvoir attaquer l'Iran. Donc l'Iran savait qu'il allait être attaqué. Donc tous ces gens, si vous voulez, tout à coup, arrêtent de défendre Bachar al-Assad. Même l'Iran met le haut là. L'Iran fait le service minimum. Et Bachar al-Assad se retrouve abandonné par les Russes qui sont occupés en Ukraine et abandonné par le Hezbollah et l'Iran qui savent qu'ils doivent s'occuper d'eux-mêmes parce que Israël va leur tomber dessus. C'est déjà fait pour le Hezbollah et l'Iran savait très bien que c'était imminent. Donc du coup, Bachar al-Assad tombe, son régime s'écroule et c'est là que quelqu'un qui avait été mis en place
depuis très longtemps par les suites de l'opération de la CIA Timber Sycamore, une opération de la CIA qui visait à financer des groupes islamistes en Syrie pour renverser Bachar al-Assad. Eh bien, lui, il attendait son heure dans le nord-ouest de la Syrie. Et là, vous savez qu'en histoire géopolitique, on parle souvent du kairos, le moment juste. C'est comme pour la séduction. Il y a un moment où c'est possible, c'est pas avant, c'est pas après. C'est comme pour une attaque, c'est comme pour n'importe quoi. Le kairos, le moment juste pour les Grecs, c'est très important. Et là, tous les ennemis qui veulent faire tomber Bachar al-Assad savent que c'est le moment. This war in Syria did not come from Assad's repression. It did not come from Assad's dictatorship. This war came from a presidential order by Obama to overthrow Assad, starting in the spring of 2011. We have a name for this program. It was Operation Timber Sycamore. The United States, together with other countries in this region, trained fighters, especially jihadists, including the ones that just took power, to overthrow the regime. This created chaos. 600,000 dead in Syria in a war that has gone on for 14 years. The outcome of this war is what the CIA wanted back in 2011, which is that a jihad group would take power in Syria after being armed by the United States. The reason I want to be clear about this is that we will not have peace in this region until we have public diplomacy that is based on real diplomacy, not on CIA operations. And we will not have peace until Israel stops its militarization of the entire Middle East. Because the Syrian war is just one of 6 wars that Israel has promoted, including in Lebanon, Iraq, Syria, Libya, Somalia, and Sudan. We had the list, actually, from Wesley Clark back in 2001 when he was handed a paper in the Pentagon that the goal was 7 wars in 5 years. The only war that hasn't taken place yet, to Netanyahu's great consternation, is the US war with Iran, which Israel is still trying to instigate to this very day. So the Syrian war is part of a regional tragedy. We have tragedy in Gaza, the West Bank, Lebanon, Syria, Iraq, Sudan, South Sudan, and Libya that I put at the hands of the United States government and its ally Israel, because none of these wars had to happen. These were all wars of choice. Israël ne l'a pas fait pour faire tomber Bachar al-Assad. C'est là que les complotistes se trompent. Israël doit s'occuper de celui qui l'empêche d'attaquer l'Iran. Donc, ils attaquent le Hezbollah qui aurait mieux fait de rester tranquille. Il n'aurait pas été touché s'il était resté tranquille. Et donc, ça affaiblit Bachar al-Assad. Du coup, les Ukrainiens, qui depuis les années 2015 accueillent sur leur territoire plein de djihadistes, ils les ont entraînés. Et les Ukrainiens entraînent donc Joulani et son équipe, le Hayat Tahrir al-Sham, ils les entraînent au maniement des drones. Et on sait qu'il y a une très bonne coopération entre Ukrainiens et djihadistes du nord-ouest de la Syrie. Les djihadistes pas de Daesh, les anciens de Daesh devenus Al-Qaïda en Syrie, puis Hayat Tahrir al-Sham, les fameuses troupes de Joulani, alias El-Shara, le monsieur qui maintenant est en cravate avec une barbe de plus en plus courte, qui a été reçu par Macron. Il a vu aussi dans le Golfe, il a vu Donald Trump, etc. Et c'est là qu'il arrive en place. Donc vous voyez, c'est très lié à l'Ukraine, puisque s'il n'y avait pas eu la guerre Ukraine-Russie, les Ukrainiens n'auraient pas entraîné des islamistes en Syrie, ils n'auraient pas entraîné au maniement des drones les gens de Joulani. Joulani n'aurait pas pu saisir sa chance et reprendre Damas en profitant aussi d'autres troupes, d'autres forces comme la NS qui en voulaient à Damas et qui en voulaient à Bachar al-Assad. S'il n'y avait pas eu la guerre Iran-Israël, eh bien forcément le régime de Bachar al-Assad aurait pu
durer beaucoup plus longtemps, puisque peut-être que l'Iran aurait pu aider plus ce régime. Donc tout est lié. L'occupation de la Russie, la guerre en Ukraine, la solidarité islamiste syrien-ukrainien et surtout la volonté turque qatari de renverser un nationaliste arabe pro-russe pour mettre à sa place des frères musulmans. C'était la politique du printemps arabe et c'était les raisons de l'opération Timber Sycamore. Et bien sûr, enfin, les Anglais, les Américains et les Français et les Européens en général et l'OTAN se disaient on va faire d'une pierre deux coups. On va renverser un dictateur, mais on va faire perdre une position aux Russes. S'ils agissent pour défendre Bachar al-Assad, ça va les affaiblir. Ils vont ramener des hommes, comme c'était le plan aussi de l'incursion vers Koursk. Ça n'a pas marché. Dans les deux cas, les Russes ne se sont pas laissés diversifier. Ils n'ont pas été dans la diversion. Et donc, les Occidentaux se sont dit, si Bachar tombe, c'est un raisonnement bêtement occidental, Bachar, c'est un anti-ukrainien, Bachar, c'est un pro-russe. Donc si des anti-Bachar arrivent au pouvoir, ils vont vouloir dire stop aux bases russes en Syrie. Donc ça va être un coup pour l'OTAN. Eh bien, résultat des courses, ce n'est pas le cas. J'en parle dans mon livre. Encore de penser que les pays du Moyen-Orient s'alignent sur la logique de bloc occidental, quoi. Voilà, en fait, le monde multipolaire n'est pas sur une logique de bloc, c'est chacun pour soi. Les alliances ne sont pas contraignantes, c'est l'opportunisme permanent. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Joulani ? Joulani, mettez-vous à sa place. C'est un homme qui est entouré d'agents du MIT, les services secrets turcs, notamment son ministre de la Défense, son ministre de l'Intérieur, c'est tous des anciens du MIT, qui étaient aussi dans le programme Timber Sycamore, le programme de la CIA qui visait à entraîner des islamistes depuis 2011. Donc lui, il est un petit peu maqué, pour employer un mot un peu vulgaire, il est un peu trop maqué par les Occidentaux. Il se dit, je ne vais pas être libre, je vais être l'homme des Occidentaux, je vais faire un peu de l'équilibre. Et donc, il est allé en Russie récemment, puis il sait aussi que les Russes préparent toujours leur vengeance. Les Russes, regardez en Géorgie, ils avaient perdu des pieds en Géorgie, sont revenus plus que jamais en Géorgie. Aujourd'hui, en Géorgie, on a des pro-russes. Alors qu'il y a quelques années, on croyait que c'était le pays comme l'Ukraine qui voulait s'émanciper totalement de la Russie. Les Russes reviennent toujours à un moment où on ne s'y attend pas. Ils préparent toujours leur revanche. Et donc, ils ont montré leur pouvoir de nuisance d'un côté, mais aussi les carottes qu'ils pourraient offrir et la diversification qu'ils pourraient apporter à Joulani. Et Joulani a déclaré que et là c'est assez intéressant, c'est pas que les bases, tous les contrats stratégiques conclus dans le passé entre le régime de Bachar al-Assad et la Russie devaient être honorés par l'actuel gouvernement de Damas. Ah ouais. Échec total pour les pays de l'OTAN qui disaient ils n'ont plus de base en Syrie. Non seulement ils ont gardé leur base en Syrie et leurs engagements aussi, tous les accords aériens, mais en même temps, ils ont déployé, au cas où ils perdent cette base, ils ont déployé une double base en Libye. Maintenant, ils ont 2 bases en Méditerranée, à partir de lesquelles ils pourraient frapper les forces de l'OTAN, puisqu'en Libye, ils sont à 280 km des forces de l'OTAN stationnées dans le sud de l'Italie. Vous savez que la Sicile est tout près de la Libye. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un revers pour la Russie, c'est un changement de gouvernement. Et comme Bachar avait beaucoup déçu les Russes, il a manqué d'être empoisonné 2 fois, je ne parierai pas longtemps sur sa survie, même en Russie. Il a énormément déçu une partie du ministère du MIT russe, le ministère étranger russe. Il a énormément déçu les Russes. Alors, certains le défendent encore, certains... Parce que vous savez, dans tout pouvoir, il y a des tendances. Mais il n'a pas écouté les Russes. Pendant des années, les Russes lui ont dit « Négocie avec Erdogan quelque chose dans le nord-ouest de l'Ukraine, de la Syrie. Sinon, Erdogan, il va te tomber dessus. » Et Bachar était un peu autiste, il ne voulait pas céder, il croyait qu'il était le maître chez lui. Il croyait qu'il tenait encore. Il croyait qu'il était fort alors qu'il tenait comme une dent qu'un adolescent perd, enfin un enfant perd, qui tient, vous savez, quelques jours, elle est déjà en train de bouger, il était sur un tout petit fil. Et donc il a été extrêmement déconnecté du réel. Il y a une autre question que j'aimerais poser, peut-être pour conclure un peu, parce qu'on va pas, sinon il n'y a plus d'intérêt à lire le livre, oui, bien évidemment. Tu parlais justement de monde multipolaire, et que chacun avait ses propres intérêts. Quels sont aujourd'hui, puisque là aussi tu en parles, ceux de la Chine? Parce qu'on aurait l'impression, quand on parle d'un monde à 2 blocs qui s'opposent, avec d'un côté le monde occidental, l'occidentalisme, et de l'autre le monde des BRICS et de Shanghai. Mais toi, tu verrais plutôt un billard à 3 bandes. Oui. Et que, alors, tu as abordé justement le fait que sur pas mal d'aspects, la Russie se russifie. Oui.
Mais il y a quand même de plus en plus de pions de la Chine. Donc, est-ce que l'alliance chinoise et russe est une alliance d'opportunité? Est-ce que les Chinois ont prévu de l'abandonner à un moment, voire de se retourner contre la Russie? Est-ce que les Chinois veulent vraiment d'un bloc Chine-Russie ou veulent bouffer le bloc russe pour devenir eux-mêmes le cœur de ce nouvel empire, un peu comme les États-Unis le seraient avec l'Europe? Quelle est la position? À quoi joue la Chine dans tout ça? Je pense qu'on n'est pas dans cette configuration parce qu'en géopolitique, il y a le territoire, mais aussi la culture des gens qui habitent ce territoire. La Chine n'est pas du tout la même civilisation que la Russie. Ok, donc ils ne peuvent pas faire comme les États-Unis. Oui. Et nous, ce qui a fait qu'on a été américanisable, c'est également une proximité de couleur et d'origine. Alors moins et puis une pour philosophie libérale en règle générale. Moins pour un Arménien français ou un Italo espagnol ou un Français, bien sûr, mais l'Europe du Nord est très, très américanisée. Il y a très peu de différence entre un Suédois, un Danois et même un Hollandais, quand vous voyez la vie de tous les jours. Ils ont la même civilisation, ils mangent debout, ils boivent debout, des espèces de gros gobelets de Starbucks. Ils ont les mêmes mœurs, ils ont les mêmes mœurs, ils ont les mêmes traditions protestantes, capitalistes protestantes, libérales, sociétales aussi. Ils ont les mêmes genres d'origine ethnique, parce que l'Amérique a été fondée par beaucoup de Germaniques et de gens d'Europe du Nord, hein, beaucoup de Scandinaves, énormément. Donc ils ont une composition ethno-linguistique et religieuse. C'est pas rien. Pas du tout le cas entre la Chine et la Russie. Quand il y a à la fois l'ethnie, la langue et la religion. Quand on connaît les études de Max Weber qui montrent l'influence du protestantisme, l'éthique protestante du capitalisme, donc tout ça, ça fait que l'Europe a été beaucoup plus facilement américanisable parce qu'elle est d'une civilisation commune, puisque les Américains, même les nouveaux arrivés, les Latinos ou même avant eux les Italiens, ils viennent d'Europe. Et puis ça se donc fait c'est aussi plus dans un contexte historique précis qui est celui des États-Unis qui, selon le narratif, parce que quand on demandait en 1950, c'était intéressant, les sondages aux Français étaient 70% à dire que c'était l'URSS qui avait libéré la France et aujourd'hui c'est l'inverse. Mais si on met ça de côté, le fait d'être un pays libérateur d'une dictature nazie, bon, te facilite un petit peu plus, alors que les Chinois n'ont jamais déboulé pour aller libérer les Russes de quoi que ce soit. Donc il n'y aura ni le côté proximité culturelle, religieuse, linguistique, ni le côté reconnaissance, comme tu dis tout à fait justement, ils nous ont libérés. Ça fait déjà deux choses différentes. Et ensuite... Et puis les Chinois en ont-ils envie de cette expansion culturelle? Ils n'en ont pas envie et surtout, du fric, leur alliance n'est pas une alliance contraignante. D'ailleurs, la Russie est en guerre contre l'OTAN directement ou indirectement. Pour autant, et contre l'Ukraine, la Chine aide la Russie, mais elle n'est pas entrée en guerre. Nous, on a des alliances soi-disant contraignantes. Hein. L'idée de l'Européen, c'est si la Russie attaque un pays européen, tous pour un pour tous, tous les pays européens entrent en guerre contre la Russie. Ça, déjà, c'est très théorique, parce que l'article 5, on peut l'interpréter un peu comme on veut. Et de toute façon, c'est très belligène. Les grandes guerres qui ont fait le plus de massacres sont des guerres qui étaient structurellement impliquées par les grandes alliances contraignantes. Les alliances du monde multipolaire, Russie, Inde avec les pays d'Asie du Sud-Est, Russie, Chine, toutes ces BRICS, OCS, toutes ces alliances, et même Pakistan, Arabie Saoudite, qui est très importante, militaire, ou même Pakistan et Chine contre l'Inde, toutes ces alliances, ce sont des alliances qui sont beaucoup moins contraignantes que la façon très manichéenne que nous avons de les mener on pourrait dire que tous ces pays sont un peu gaullistes. De Gaulle disait, une alliance c'est très bien, mais si la France doit faire une guerre, ça doit être la sienne. On peut dire que les pays du monde multipolaire, ils vont faire une guerre quand ce sera la sienne, mais pas parce qu'il y a un article qui dit tous pour un. Donc pour toi, si demain, l'Europe attaque la Russie, la Chine ferme les volets, quoi. Ils n'ont rien vu. Il est possible que la Chine se mette à aider en sous-main, bien sûr, la Russie comme elle le fait déjà, mais la Russie probablement proposera une rencontre internationale pour un monde harmonieux. C'est comme ça que parlent les Chinois. D'ailleurs, pour Taïwan, c'est un peu pareil, ça va se faire tranquillement. Donc, la Chine ne veut pas étouffer, bouffer la Russie. La Chine n'a aucun prosélytisme. La Chine n'a pas une tradition à vouloir siniser parce que la Chine pense qu'elle est unique, que seul un Chinois peut être Chinois. Et donc, c'est comme si vous dites à un noir africain d'une tribu particulière du Sud Congo, « Je veux devenir membre de ta tribu ». Il va rigoler. Des blancs, méditerranéens, etc., il va rigoler. C'est un peu pareil. Un Chinois, il éclate de rire si quelqu'un lui dit « j'ai envie de devenir chinois ».
tu es chinois parce que tu as un ancêtre chinois. D'ailleurs, les Chinois fondent leur nom de famille sur des longues tribus, des lignées. On est chinois par une lignée ancestrale millénaire. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 3 blocs et pas 2. Il y a le bloc occidental. Bien que l'Europe soit distincte des États-Unis, elle est un protectorat états-unien. Elle ne décide pas, la preuve. Elle n'a pas décidé si elle avait le droit d'utiliser encore du gaz russe pas cher par gazoduc, puisqu'on l'a fait exploser, le Nord Stream. Ça montre bien qu'elle n'a pas le choix. Et le on, quelqu'un dit on, c'est les cons. En l'occurrence, c'est un commando ukraino-polonais qui a été démantelé cet été. Maintenant, on peut dire que ce n'est pas du tout du complotisme. Quand vous disiez que ce n'était pas les Russes qui avaient fait exploser Nord Stream, on vous accusait de pro-Kremlin. Aujourd'hui, c'est le tribunal allemand chargé de l'affaire qui a fait arrêter cet été un des commandos en Italie, un des commandos c'était un commando composé d'Ukrainiens et de Polonais. Un de ces chef a été arrêté cet été et un deuxième a été arrêté en septembre. Aujourd'hui, on connaît les noms, je le montre dans mon livre, de pratiquement tous les membres de ce commando qui a probablement agi avec l'appui de la CIA, si ce n'est pas sur commande, mais probablement au moins avec l'appui de la CIA dans une covert action. L'image du jour, cela aura été une des grandes énigmes du début de la guerre et cette fois, la vérité apparaît au grand jour. Le sabotage du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne sous les eaux glacées de la Baltique était bien commandité par le sommet de l'armée ukrainienne. On avait déjà remonté la piste jusqu'aux voiliers, jusqu'aux traces d'explosifs à bord, jusqu'au faux passeport de l'équipage. Désormais, le fil tiré par Radio France et un consortium de journalistes européens mène directement à cet homme, au chef d'état-major de l'époque, un certain Valéry Zaloujny, limogé, vous le savez, le mois dernier. Le mobile, lui, coule de source. Il s'agissait de couper ce lien entre la Russie et l'Europe via l'Allemagne, ce lien qui remplissait aussi évidemment les caisses du Kremlin. Zaloujny sera-t-il jugé un jour par un tribunal allemand ou suédois? Ce sera un sacré cas de conscience pour Berlin ou Stockholm, parce qu'on comprend évidemment les objectifs de cette opération, mais c'est l'Allemagne qui a financé pour l'essentiel cette infrastructure sur laquelle elle comptait. Ce sera un cas de conscience. Donc ça prouve qu'on n'est pas maître, puisque c'est l'Amérique qui a décidé qu'on n'achetait plus de gazoduc pas cher, je répète, qui est beaucoup moins cher et plus écologique que le gaz russe par bateau, ou encore plus que le gaz de schiste par bateau. On nous a également obligés à acheter du gaz de schiste américain, très, très polluant, fracturation hydraulique, catastrophe écologique, 4 fois plus cher. Mais Mme von der Leyen a réussi à faire mieux que ça. Elle a réussi à négocier un prix à 200 au lieu de 35. Le prix du marché, c'est 35. Oui. Elle l'a négocié à 200. Ça nous rappelle le vaccin. Elle nous a négocié 5 fois plus cher auprès de Pfizer. Sacrée négociation par SMS, sans passer par les appels d'offres. Les SMS ont disparu. Donc, on a vraiment des élites, comme Mme von der Leyen, comme vous le voyez. Si elle travaillait pour être une future employée de luxe d'une grande boîte américaine ou du gouvernement américain, elle ne ferait pas autre chose que ce qu'elle a fait, plaire aux multinationales américaines. Et le troisième bloc, donc le premier bloc, c'est l'occidentisme, qui inclut l'Union européenne et l'OTAN. Deuxième bloc, c'est le bloc russo-chinois, mais qui n'est pas une alliance contraignante. Ils feront la guerre, d'ailleurs, quand ils font la guerre, c'est tant que l'autre n'est pas concerné, il ne va pas rentrer en belligérance directe. Et le troisième bloc, c'est le bloc qu'on appelle multiplex. Je cite dans mon livre beaucoup Narendra Modi, le Premier ministre indien, et son ministre des Affaires étrangères, Jaan Chari, qui est très intéressant. Il a créé l'expression multiplex. Le multiplex, c'est un monde multipolaire et complexe. C'est un monde qui a un plurinormatif. Il est plurinormatif, c'est-à-dire c'est un monde qui veut qu'il y ait des normes différentes selon chaque pôle étatique ou civilisationnel. C'est un ordre à la fois multipolaire, non aligné, et le multi, c'est aussi multi-alignement. On peut être soit non aligné, c'était la tradition de l'Inde, vous savez, pendant la guerre froide, le bloc des non-alignés, soit multi-aligné. Je peux décider d'être à la fois très bien avec l'Amérique, avec la France, à qui j'achète des armes, mais en même temps avec la Russie, et voire même, contre les taxes de Trump, me rapprocher de mon ennemi chinois. Donc le monde multiplexe, il est presque incompréhensible pour un occidental manichéen. C'est un monde, en fait, intégralement désidéologisé. Désidéologisé, pragmatique, absolument pas moraliste, et aucune alliance contraignante. Je répète, ces alliances ne sont pas contraignantes. Dans le monde multipolaire,
les pays font la guerre si c'est la leur. Ils ne vont pas faire la guerre parce qu'il y a une alliance morale qui fait qu'ils sont obligés d'être solidaires de leurs voisins. S'ils pensent que leur voisin, il a joué au con, il n'aurait peut-être pas dû être imprudent, ils ne vont pas s'en mêler. Ils vont peut-être donner des systèmes d'armes, des puces à leurs voisins, mais ils ne vont pas être belligérants. Donc, ils ont un avantage sur nous. Et pendant que nous, on fait des sanctions qui plombent l'économie européenne beaucoup plus que l'économie américaine, qui était très peu exposée à la Russie, à part l'uranium, le palladium, quelques métaux et matières stratégiques, et un peu l'aluminium, à part quelques matières extrêmement stratégiques, l'Amérique ne dépend pas de la Russie, donc les sanctions ne lui coûtent pas très cher. Mais nous, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'aluminium, c'est le nickel, c'est tous les métaux précieux, c'est aussi des ruines pour nos magasins qui avaient quand même un marché de 144 millions d'habitants, avec beaucoup de riches. Moscou était une des villes le plus de riches au monde. Donc on avait quand même un marché, pas que du luxe. D'ailleurs, je suis allé à Moscou faire une enquête sur le contournement des sanctions. J'ai été frappé de voir que beaucoup de magasins français ont disparu. Par contre, tous les magasins de luxe italiens sont restés, sans aucune exception. Tous, sont tous là. On voit la différence entre un pays qui est habitué à être un peu filou, un peu souple, l'Italie, qui est un peu comme le monde multipolaire. On fait des paroles, puis après on continue. Puis la France qui est beaucoup plus cartésien. Malgré tout ça, il reste quand même 1000 entrepreneurs français, membres de la Chambre franco-russe de commerce de Moscou. Okay. Donc, si vous voulez, tout se passe quand même encore en sous-main. Bref, 3 blocs, Occident, anti-Occident et le monde multiplexe. Mais à l'intérieur de l'anti-Occident, celui qui s'oppose le plus à l'Occident, qui pourrait être en guerre si on ne le laissait pas ramasser comme un fruit mûr Taïwan, et si l'Amérique ne veut pas négocier une zone Monroe, une sorte de doctrine Monroe, et c'est la conclusion du livre, si les Occidentaux n'acceptent pas que les autres pôles de puissance aient tous une participation au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, qui peut vraiment bloquer ou débloquer. C'est l'instance la seule qui compte vraiment dans les Nations Unies. Si les pays occidentaux n'acceptent pas que la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran aient leur zone à eux aussi, leur sphère d'influence, leur doctrine Monroe, eh bien, il est fort possible que le clash aura lieu, le clash global. Une guerre mondiale, par morceaux, comme disait l'ancien pape, une 3e guerre mondiale, pas forcément qui sera sur notre sol, mais une belligérance qui sera plus générale encore qu'aujourd'hui et qui pourrait, c'est mon article de cette semaine à Valeurs, qui pourra même déboucher sur un conflit nucléaire tactique. Ça n'a jamais été aussi possible puisqu'il n'y a plus aucun accord de désarmement. Il n'y a plus de traité IBM. Le traité START ne va pas être renouvelé parce qu'il est en expiration en 2026. Et l'incursion... C'est quoi le traité START ? C'est un accord sur le contrôle des armements nucléaires stratégiques et sur la non-prolifération et le contrôle des armements nucléaires, de même que le traité IBM sur les missiles à moyenne portée. Tous ces accords sont tombés en désuétude dans les années 2000 lorsque George Bush, qui était vraiment la matrice de la déstabilisation du monde, parce que c'est lui, avec Clinton, qui a voulu désrussifier l'Ukraine, faire étendre l'OTAN vers l'Est, 97, mais c'est aussi Bush et Clinton qui ont été les plus partisans de ce genre de déstabilisation, de remettre en question, surtout Bush qui peut remettre en question les accords de désarmement et de contrôle des armements. Et donc, il n'y a plus aucun système, que ça soit START, New START, que ça soit SALT et le New SALT, enfin le SALT 2, que ça soit IBM, que ça soit l'accord sur l'interdiction totale des essais nucléaires dont on parle ces jours-ci. Tous ces accords sont en train d'être annulés, premièrement par l'Amérique qui a commencé il y a 20 ans et à cause de la guerre en Ukraine par les Russes. Et le plus grave, c'était le bombardement des bombardiers stratégiques cet été, vous savez, sur le sol russe à 5000 km pour certains. Donc très très loin de l'Ukraine, des drones, c'était une opération formidable, il faut reconnaître techniquement, des drones ukrainiens, mais aidés par des Anglais et des Américains qui ont donné les imageries et les indications GPS par les satellites, mais aussi par les radars. L'Occident a aidé les Ukrainiens à bombarder des avions stratégiques qui peuvent porter des missiles nucléaires, alors que ces avions étaient visibles. Alors tout le monde a dit bravo, qu'est-ce qu'ils sont nuls les Russes, on voit leurs avions, on peut les bombarder tranquille. Sauf que c'est beaucoup plus grave que ça. Ces avions étaient visibles dans le cadre de l'accord START. L'accord START faisait en sorte, pour la paix mondiale, depuis la guerre froide, que les Américains et les Russes savaient où étaient leurs avions. Ils mettaient leurs avions visibles
pour que l'autre soit rassuré. Vous voyez, je ne Ok. fais rien, Donc en fait, si on coupe ces accords-là, Voilà. on les voit plus. Voilà, je ne fais rien qui puisse Ok. montrer que j'ai plus d'avions ou que je les prépare à vous attaquer. C'est clean. Ça se voit, ok. Je suis vérifiable. Et en bombardant ces avions stratégiques potentiellement nucléaires, c'est grave ce que nous avons fait, puisque nous avons cautionné une opération de provocation inconsciente, totalement inconsciente de la part de Zelensky, qui vise, en gros, Zelensky, son calcul, c'était malin. C'était la preuve que vous ne risquez rien à entrer en guerre directe avec les Russes, c'est qu'on bombarde leurs avions Et ils font stratégiques rien. Ouais. et ils font rien. Et un an avant, vous nous aviez aidés, vous les Occidentaux, avec aussi vos radars et vos satellites et vos missiles, vous nous aviez aidés à prendre un territoire russe pendant plusieurs mois. Ils n'ont pas bougé. Or, vous savez qu'il y a une doctrine, quand on a une puissance nucléaire forte, normalement, votre territoire est sanctuarisé. Le nucléaire sanctuarise le territoire. Toute la stratégie de Zelensky, alors là, je me mets dans sa place, je peux le comprendre, c'est malin, pour nous pousser, en gros, à ne pas avoir les jetons, parce que souvent, ils nous disent, vous êtes des peureux, les Baltes nous disent ça aussi, les Ukrainiens nous disent, vous êtes des peureux, on pourrait très bien attaquer la Russie, ils n'ont pas envie de finir au ciel, et c'est vrai qu'il y a 2% de chances qu'il y ait une guerre nucléaire aujourd'hui. Il y en avait 0,00001 il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a 2%. C'est énorme par rapport à toute l'histoire de la guerre froide. Mais Zelensky va vous dire, c'est rien 2%. Il n'y a que 2% de chances que les Russes pètent un câble, qu'ils envoient une bombe nucléaire sur la Pologne. Donc allez-y les mecs, vous êtes des peureux. Si on leur tombe dessus, on va récupérer tous les territoires ukrainiens ou on va leur donner une leçon, etc. Sauf que, à cause de cette opération qui effectivement a montré que les Russes sont pas si méchants que ça, puisqu'ils n'ont pas déclenché ce qu'ils ont même prévu dans leur doctrine. Depuis qu'elle a été révisée, la doctrine nucléaire russe permet aux Russes de répondre même à un objectif stratégique occidental si les Occidentaux même ont indirectement frappé un objectif stratégique sur le sol russe, même si c'est indirect. Ce qui s'est passé à Koursk et surtout ce qui s'est passé dans les bombardements stratégiques cet été 2025. Donc vous voyez, non seulement il n'y a plus aucun accord de contrôle des armes ou de limitation des armes ou d'interdiction des essais nucléaires qui est en train de sauter, parce que là, tout le monde veut reprendre les essais nucléaires. Ce n'est pas encore le cas. On a repris des essais de missiles qui puissent transporter. On n'est pas encore aux essais nucléaires, mais tout le monde en parle, ça va finir par se faire. Vous savez, c'est comme tous les missiles qu'on a livrés et les armes qu'on a livrées aux Ukrainiens, on en parle, on dit peut-être, et 3 mois plus tard, on le fait. Donc c'est une annonce. Et donc, nous n'avons jamais été aussi proches d'une guerre totale entre l'OTAN et la Russie. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça s'arrête, une guerre. Ça. On peut nous dire, vous inquiétez pas, on va abattre 2 avions russes. Ce sera comme les Turcs, ils ont abattu un avion russe, il ne s'est rien passé. On a oublié de dire qu'un an plus tard, 70 miliciens turcs de la milice Sadat ont été tués en Syrie par un bombardement russe par erreur. Donc c'est faux de dire que les Russes n'ont pas répondu à l'attaque d'un avion russe par Erdogan quand il y avait eu un viol de l'espace aérien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce risque de belligérance est tel qu'il est absolument nécessaire de négocier, de dialoguer, pas de se coucher, mais on doit montrer notre force, on doit montrer aux Russes qu'on ne peut pas laisser faire à l'invasion d'un voisin par son... Bien sûr, mais il n'a jamais été aussi nécessaire de négocier sur autre chose que l'Ukraine. En fait, l'Ukraine pourra être en paix quand on aura renégocié l'ordre international. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « L'ordre post-occidental », parce que l'ordre post-occidental, c'est un ordre, comme le nom l'indique, qui va être après l'Occident, qui n'est pas forcément contre l'Occident, parce que certains pays qui veulent le post-occidental sont des pays amis de l'Occident, comme l'Inde, les Émirats, l'Arabie saoudite, ils sont amis de l'Occident, la Turquie est même membre de l'OTAN. Tous ces pays veulent un ordre qui soit plus le reflet des rapports de force aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme blanc, européen, occidental et américain, c'est 12% de l'humanité. Et la Chine est le premier budget du monde. Le PNB chinois est supérieur au budget américain, 40 000 milliards de dollars, si on raisonne en PPA, parité de pouvoir d'achat. Et la Russie est 5e et non pas 20e, une pompe à essence qui a un budget ridicule. Ça, c'est quand on parle en nominal. Mais ce qui compte dans la richesse, c'est ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que je peux fabriquer avec 1 euro en France? Oui, bien sûr. Je fabrique beaucoup plus en Russie ou en Inde qu'en France. Et donc, le monde multipolaire, par exemple, une des requêtes, c'est de faire entrer le Brésil et l'Inde dans le Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Qui est-ce qui bloque? Les 3 pays occidentaux. Et les 2 pays anti-occidentaux, supposés les méchants, ils acceptent... Les 3 pays occidentaux, c'est-à-dire C'est-à-dire Angleterre, France et Amérique.
Ok. Les 3 blocs, pour l'instant, ils disent ils veulent bien, mais bizarrement, ils ne mettent pas ça à l'ordre du jour. Tandis que les Russes et les Chinois ont proposé cet été de faire entrer le Brésil et l'Inde au plus vite pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies reflète un ordre qui est plus celui de 2025 que celui de 1945. Nous sommes dans un ordre international qui est celui de 1945, ou alors de celui de l'après-guerre froide, lorsque l'Occident a encore plus pris le contrôle. C'est là qu'est né l'OIL, l'ordre international fondé sur des règles, l'ordre international libéral fondé sur des règles. Donc voilà, soit il y aura un partage du gâteau, c'est ce que dit Vilfredo Pareto, le grand sociologue et économiste, soit on partage le gâteau, il appelle ça la circulation des élites. Une nouvelle élite veut faire partie de l'élite, on l'intègre dans le club. On va en boîte avec elle, aux Émirats Arabes Unis, là, les grands mafieux qui se tuent ici, ils vont en boîte, ils se retrouvent en boîte, les différentes mafias, là, vous les retrouvez. Soit on se met en accord, un minimum, nos hommes peuvent se tuer de temps en temps, mais nous, on va quand même faire un accord pour, comme deux mafieux à New York, tu n'iras pas au-delà de telle ligne. Soit on ne fera pas cet accord qui paraît vulgaire, c'est un truc de voyou, c'est un truc de trumpiste, ça c'est des partages des zones d'influence, le Groenland, le Panama à l'Amérique, Taïwan à la Chine, si on trouve un accord sur les puces, quand même c'est vachement vulgaire, oui mais ça peut éviter une guerre mondiale. Merci pour cet entretien. Rappelle le titre de ton dernier ouvrage, Le Nouvel Ordre Post-Occidental. Vous pourrez trouver en description le lien pour vous le procurer si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a un point qu'on aurait oublié d'aborder selon toi ? Enfin, il y en a beaucoup qui sont dans le livre, bien sûr, mais y en a beaucoup, mais qui te semblait important d'aborder là pour présenter, donner envie aux gens. Je développe pas mal d'autres points sur ma chaîne YouTube, Alexandre, qui a mon nom. Aussi le lien en description. Voilà, qui a mon nom. Mais non, ce que je voudrais dire surtout, c'est que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. La désoccidentalisation, donc ce monde post-occidental, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pour ça que j'ai pas mis le monde anti-Occident. J'ai pas mis non plus la fin de l'Occident. Par exemple, le fait que Trump déglobalise l'Amérique, qu'il nous fasse une guerre tarifaire, qu'il nous mette à l'amende, ça nous réveille. Ça nous fait comprendre que c'est pas nos amis. Premièrement, c'est pas nos amis du tout. Ils ont leurs intérêts, et les intérêts souvent tournés contre nous, puisqu'en ce moment, ils sont en train de ruiner l'industrie européenne. Donc tout cela est une très bonne nouvelle. La déglobalisation, c'est pour ça que dans mon sous-titre, il y a la guerre en Ukraine et le retour de Trump, qui favorise la bascule mondiale. Trump, en étant anti-globaliste et en étant beaucoup moins hypocrite que ses prédécesseurs, il veut vraiment nous maquer et nous faire une guerre commerciale, il nous réveille. Quelque part, ça va réveiller chez nous une aspiration identitaire, plus patriotique, plus souverainiste. Merci d'avoir été là pour nous éclairer. Merci aux spectateurs, merci à la régie, et comme on dit ici, merci Cognac Jet, à vous les studios, à très vite.